Bonjour, voilà, merci à tous d'être là, si nombreux. Donc la conférence de ce soir s'inscrit dans un cycle de conférences dont vous voyez le programme à l'écran. Nous aurons donc 3 autres conférences. En janvier, une conférence de Riccardo Petrella, qui est le fondateur du Comité international pour un contrat mondial de l'eau. Ensuite, nous aurons Michel Bowens qui va nous présenter une conférence en février sur le bien commun et notamment sur un projet qui a été mis en place à Gand donc pour partager les biens dans le but de réduire l'empreinte écologique. Et enfin, une conférence plus interactive, plus participative qui sera donnée en collaboration donc par 2 conférenciers, Morgane Folverweiler ainsi que Fabien Dortu, sur la biodiversité avec vraiment des trucs à mettre en place au quotidien, dans son jardin, à la maison, donc vraiment pour favoriser la biodiversité. Voilà, donc je vous encourage à bloquer les dates. Ça risque d'être un très beau cycle. Voilà, alors ce cycle vous est proposé par Mons en Transition, en collaboration avec l'Université de Mons. Et donc je vais prendre quelques instants pour vous expliquer ce qu'est Mons en Transition et quels sont ses objectifs et ses ambitions. Mons en Transition est un collectif citoyen totalement apolitique qui s'inscrit dans le réseau des villes en transition. Alors les villes en transition, ça a été créé il y a une douzaine d'années par un permaculteur anglais qui s'appelle Rob Hopkins et qui, à l'échelle de sa ville, a voulu mettre en place un changement, a voulu favoriser un changement vers une société plus durable. Et donc il a mis ça en place, il a appelé ça la transition. Donc la transition qui consiste donc aussi à relocaliser l'économie. Donc ça s'est mis en place à l'échelle d'une ville et puis ça s'est répandu dans d'autres villes. Et maintenant c'est vraiment un mouvement mondial avec des milliers de villes dans le monde qui se sont mises en transition, avec des associations comme ça, qui ont pris des formes très variées. Ça peut être d'une ville à l'autre très différent. Nous, on fait beaucoup de militance, beaucoup d'actions plutôt de sensibilisation. Et dans d'autres villes, ça peut être gérer un jardin à partager. Donc la transition, c'est quelque chose de vraiment de très varié d'une ville à l'autre. Alors nous avons discuté, dans Mons en Transition, il y a quelques années, nous avons discuté des valeurs que nous voulions porter. Vous en voyez quelques-unes sur l'écran. Nous avions discuté de ça, et donc pour résumer un peu de ces valeurs qui ont été écrites dans une charte, je vais les résumer plus ou moins en 3 aspects. Donc la première valeur, c'est vraiment l'idée que nous n'avons pas le droit d'abîmer la nature sous prétexte de profit, sous prétexte de confort. Et donc ça, c'est vraiment notre valeur principale, c'est d'évoluer vers une société durable. Et puis la transition écologique, on ne peut pas la faire en la faisant payer aux plus démunis. Et donc il y a vraiment l'idée de la justice sociale, l'idée de l'égalité, qui est aussi tout à fait centrale dans Mons en Transition. Et nous avons déjà abordé donc, dans ce cycle des conférences directement liées à ces aspects humains, avec notamment l'accès à l'alimentation, mais également la justice migratoire. Et enfin, une troisième valeur qui est absolument fondamentale, c'est qu'on souhaite être ouvert à tous, quelle que soit leur culture, leur religion, leur vécu, pour autant qu'ils adhèrent évidemment à cette idée d'une société plus durable et plus juste. Donc voilà pour les valeurs de Mons en Transition. Alors Mons en Transition s'inscrit donc dans tout aussi un réseau d'associations de la ville de Mons. Donc vous en voyez un très bref échantillon finalement à l'écran, parce qu'il y en a vraiment des dizaines en plus de ce que vous voyez là. Donc de nombreuses associations comme le Ripper Café, comme Oxfam, voilà, il y a plein d'associations qui œuvrent pour une cause qui finalement rejoint la nôtre. Et on essaye aussi de fédérer toutes ces associations autour de nous et de collaborer avec elles. Alors concrètement, donc, en plus de ces conférences, Mons en Transition organise des ateliers de réflexion. Il y en aura un en février, on vous fera un rappel lors de la prochaine conférence. C'est le 20 février, si ma mémoire est bonne. Non, le 20 février, c'est la conférence de Bowens. Le 10 février, voilà, je me trompe. Donc le 10 février, il y aura un atelier de réflexion sur l'alimentation locale et durable. Alors nous organisons également un festival avec le Centre culturel de Mons, avec Mars,
un festival qui aura lieu au mois d'avril. On vous rappellera tous ces événements. Donc on est vraiment dans l'événementiel au niveau de Mons en transition. Voilà. Alors nous sommes ici dans la salle Henri Lafontaine, et j'ai jugé bon de rappeler un peu qui est cette personnalité, parce que certains croyaient, donc cette salle est une ancienne piscine, certains me disaient, ah mais c'est parce que c'était une piscine qu'on a appelé ça La Fontaine. Alors il y a peut-être eu un lien, mais véritablement c'est pour faire hommage à Henri Lafontaine, qui n'a aussi rien à voir avec Jean de La Fontaine. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite présentation de cette personnalité que apparemment tout le monde ne connaissait pas, même à Mons. Henri Lafontaine est né donc en 1854 à Bruxelles, et il a étudié le droit. Il a obtenu un doctorat en droit international à l'ULB, et il a travaillé donc très rapidement comme juriste, et a rencontré assez jeune une personnalité qui est aussi connue à Mons, qui s'appelle Paul Ottelet, qui était lui aussi, il a un parcours très, très similaire d'ailleurs. Il était lui aussi avocat. On verra plus loin la raison pour laquelle cette rencontre aura de l'importance. Alors en 1892, il va créer la Ligue belge du droit des femmes, qui est la première association belge de défense des droits des femmes. Et il va, quelques années plus tard, en 1895, alors il s'est lancé en politique et il va être sénateur, il va l'être presque pendant toute sa vie, il va être sénateur belge. Et il va également rassembler différentes documentations, différents ouvrages, il va vraiment collecter des informations. Donc avec Paul Ottelet, il va y avoir vraiment une collecte bibliographique, une collecte de données, on dirait ça aujourd'hui, une collecte de données. Et donc toutes ces collections qu'il va rassembler avec Paul Ottelet, il va se lancer dans cette démarche avec un idéal tout à fait intéressant, de se dire que si on rassemble suffisamment de connaissances et si on s'intéresse suffisamment à la culture des autres, à la langue des autres et au vécu des autres, ça va permettre d'éradiquer les guerres, d'éviter tous les conflits. Alors, oui, je vois Baptiste qui me dit « oulala ». Mais voilà, finalement, c'était un idéal qui n'était pas fou, parce qu'on sait que la culture évite les conflits. Il n'a pas visé à côté, je pense. Mais voilà, il faut le faire encore plus. Et je crois qu'encore aujourd'hui, le défi pour la paix, c'est la culture et les échanges internationaux, les échanges donc, culturels internationaux. Et donc dans cet idéal, il a créé donc, cette collection qui a fait l'objet d'un musée qui s'est installé d'abord à Bruxelles, je pense, et qui a beaucoup plus tard déménagé à Mons. Le Mundaneum est un musée absolument remarquable à Mons. Ceux qui ne l'ont pas visité, je vous le recommande vraiment. C'est un lieu de culture et de réflexion sur le pacifisme qui, je pense, est incontournable à Mons. Donc je vous le recommande. Et donc c'est pour cette raison, j'imagine, que c'est particulièrement à Mons qu'on lui a fait l'hommage de lui dédier cet auditoire. Voilà, donc il a créé le Mundaneum avec Paul Ottelet. Alors, à partir de 1907 et jusqu'à la fin de sa vie, il a été président du Bureau international de la paix, qui est la plus ancienne association internationale qui œuvre pour la paix dans le monde et qui est basée en Suisse, comme beaucoup d'associations internationales. Donc il en a été président, et en 1913, il a été, donc pour toutes ses contributions, il a été récompensé par un prix Nobel de la paix. En 1919, juste après la Première Guerre mondiale, il a participé à la création de la Société des Nations. La Société des Nations qui est l'ancêtre de l'ONU, l'ONU qui a vu le jour juste à la fin de la guerre mondiale suivante. Donc, après chaque guerre mondiale, on rebaptise cette association. J'espère qu'on ne la rebaptisera plus jamais. Voilà. Alors, en plus, je voulais aussi signaler qu'il était franc-maçon et qu'il a également défendu la place des femmes dans la franc-maçonnerie. Il a été un des fondateurs de la première loge maçonnique mixte de Belgique. Donc voilà son parcours, en quelques mots, son parcours de féministe et de militant pour la paix. Et malheureusement, sa vie se termine au pire moment pour un pacifiste. Il est décédé à Bruxelles en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment triste pour un homme comme lui. Pour tout le monde, mais pour lui en particulier. Voilà donc pour cette présentation de Paul Ottelet. Alors, après, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, d'Henri Lafontaine, mais aussi de Paul... Du coup, vous savez aussi qui est Paul Ottelet, un petit peu. Voilà. Alors, le Ripper Café, donc je disais qu'on avait beaucoup de relations avec toutes ces associations montoises. Le Ripper Café a 6 ans et va fêter son anniversaire donc, dans quelques jours. Alors, le principe du Ripper Café, on a une représentante ici. Donc, le principe, c'est de se réunir le samedi après-midi, une fois par mois,
et de proposer son savoir-faire pour réparer des objets, pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc si vous avez un appareil électrique qui dysfonctionne, si ça se trouve, en 3 minutes on le répare en évitant un court-circuit. Et donc c'est le défi qu'il se lance. Vous avez des techniciens dans plein de domaines. Vous avez... Oui, on a pour les vélos, on a des couturières, on a même quelqu'un qui vient pour les outils de jardin aussi. Donc voilà, si vous voulez réparer des objets, et c'est gratuit, hein, on apporte une... À votre bon cœur. En votre bon cœur, voilà, voilà. Et vous avez une tasse de café, c'est ça? Oui, il y a une tasse de café. Voilà, donc c'est ce qui est... Donc, c'est le 30 novembre. Alors, il y a à peu près un an, il y a eu une mobilisation véritablement historique à Bruxelles. 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles pour revendiquer des actions pour le climat. Alors, d'autres mobilisations ont continué. Et donc, la prochaine, ça a lieu dans quelques jours. Et c'est une chaîne humaine qui aura lieu à Bruxelles. Alors, j'espère qu'il y aura 70 000 personnes comme l'an dernier, mais bon, on verra. Ça, il ne tient qu'à vous d'y aller. Voilà, c'est une mobilisation citoyenne. Et en parlant de mobilisation citoyenne, je ne pouvais pas éviter de me réjouir que quand même c'est un grand jour en Belgique pour la transition écologique. Donc la banque Newbie, vous avez sûrement presque tous entendu parler de ça, la banque Newbie a lancé une grande campagne de financement et elle a eu ses 30 millions. Donc je pense que là, on peut vraiment se réjouir de l'impact d'une mobilisation citoyenne, de l'impact qu'ont eu de nombreuses associations en faisant du bruit autour de ce projet, parce que c'est pas seulement... leur campagne de pub à eux, mais c'est aussi tout le milieu associatif qui peut se réjouir. Et on est parfois défaitiste quand on se dit on a manifesté à Bruxelles et quelques jours plus tard, nos ministres font tout le contraire de ce qu'on leur demande. Mais là, on n'a rien demandé, on a fait. Et donc je crois que c'est une vraie victoire pour la transition écologique. Et ça m'encourage, et j'espère que ça encourage tous les gens qui sont engagés à continuer. Voilà. Alors il y a encore moyen de mettre de l'argent parce qu'ils voudraient 35 millions, ils n'ont pas encore tout à fait les 35 millions. Donc les 30 millions c'était la somme nécessaire pour que leur dossier soit reçu par la Banque Centrale Européenne. Et là, donc leur campagne est prolongée jusque mardi je crois. Enfin pendant quelques jours vous pouvez encore contribuer. Donc ceux qui n'ont pas encore eu le temps, je vous encourage à le faire parce que donc, plus leur capital de base sera élevé, plus on peut espérer qu'ils pourront mener des actions intéressantes. Voilà, et enfin, donc nous aurons une réception à la fin de cette conférence, donc on essaie toujours de de proposer des produits locaux et durables, donc les 4 saisons d'Épiphanie qui nous proposent des préparations faites à partir de produits locaux et bio. Et on a également, il y aura de la sans-pape et probablement aussi la brasserie Saint-Lazare, c'est ça? Voilà. Voilà, j'ai terminé, je peux te laisser la parole. Alors, pour être tenu au courant de nos prochaines conférences, si vous recevez déjà les mails qui annoncent nos conférences, il n'y a rien besoin de faire, vous allez continuer à être tenu au courant. Si par contre vous n'avez pas reçu de mail annonçant cette conférence, je vous invite à nous laisser vos coordonnées, juste une adresse mail. Cette adresse mail ne sera utilisée que pour vous annoncer les prochaines conférences de notre cycle. Et vous pourrez bien sûr vous désinscrire de cette mailing list dès que vous le souhaitez en nous envoyant un petit mail. Mais comme ça, vous serez tenu au courant de nos prochaines activités. Alors... Donc voilà, vous savez, pour ceux qui viennent de temps en temps à nos conférences, que j'aime encore bien me réserver le droit de présenter l'intervenant de ce soir et de la soirée. Alors ce soir, on va parler The Shift. Vous avez sans doute entendu parler du projet The Shift. Le projet The Shift, se définit lui-même comme, je cite pas en entier, une association d'intérêt général guidée par l'exigence de la rigueur scientifique et dont la mission est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. Alors si vous ne connaissez pas The Shift, vous avez probablement entendu parler de son président, Jean-Marc Jancovici, qui fait beaucoup parler de lui et qui met en évidence que la transition de nos sociétés est en marche, est nécessaire, mais qu'elle doit être réfléchie. Alors le projet, le projet The Shift vise à analyser cette nécessaire transition énergétique et son impact sur notre mode de vie. Et pas uniquement au niveau de la façon de s'approvisionner en énergie, mais de l'impact de cette transition sur différents contextes de notre mode de vie.
pas uniquement non plus de faire des constats catastrophiques en général, nous disant que nous allons droit dans le mur, mais The Shift vise à proposer une vue globale et constructive pour aller vers une économie post-carbone, et je précise parce que c'est important, sans devoir au préalable modifier profondément la nature humaine. Alors, The Shift Project étudie des questions multiples et variées, notamment la mobilité, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, l'enseignement ou le numérique. Et c'est la thématique qui nous intéresse ce soir, la transition numérique et ce que l'on peut effectivement en faire pour amener notre société à changer. Alors aujourd'hui, nous avons Maxime Effoui avec nous, qui, malgré son jeune âge, on peut jouer plus tard, si vous le souhaitez, à la devinette de quel est son âge réel. Il est plus vieux qu'il ne paraît. Malgré son jeune âge, est l'un des experts qui, à The Shift, réfléchit et analyse l'impact des TIC. Les TIC, ce sont les technologies de l'information et de la communication, en gros, Internet. Alors, Maxime est ingénieur de formation, ingénieur à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, où il a suivi une formation en énergie, transport et environnement. Il est également diplômé de l'université Paul Sabatier à Toulouse, où il a suivi une formation en dynamique du climat. Et durant cette formation, il a notamment travaillé au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique de Toulouse. A priori, quand on parle de chiffres, on doit pouvoir lui faire confiance. Alors, il a participé déjà à un rapport de The Shift, Lean ICT pour une société numérique, mais s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il est l'auteur du dernier rapport de The Shift sur les technologies de l'information et de la communication qui s'intitule « Climat, l'insoutenable usage de la vidéo en ligne ». Et j'espère qu'il va convaincre mes deux ados qui sont au deuxième rang d'arrêter leur consommation éperdue d'Internet. Bonne soirée à vous. Et le petit, je peux tourner l'ordi pour Tout ce que tu veux. pour avoir un œil sur les slides. Ouais, super. Et si tu veux le micro, Il marche? il devrait marcher. Non, mais celui-là, ça ira très bien. C'est pas. Ah, voilà. Ok, super. Bon, j'aime bien bouger quand je parle. Bonjour, merci à tous d'être là, du coup. Donc effectivement, j'ai déjà été très très bien présenté. Donc je vais vous parler de nos travaux sur le numérique et des questions qu'on s'est posées en fait sur l'interaction que la transition numérique elle peut avoir avec la transition carbone. Si je passe rapidement sur certaines choses, n'hésitez pas à marquer des questions, on aura le temps après pour revenir sur tout ce que vous voulez et même venir sur des choses dont on n'a pas parlé, donc pas de souci. Donc pour me présenter, voilà, je m'appelle Maxime Effoui S, j'ai un nom composé. Je suis chargé de projet donc, au sein de The Shift Project, particulièrement donc sur les questions numériques, donc tout ce qui touche aux technologies numériques, y compris donc l'ordinateur que je suis en train d'utiliser pour vous parler de ça. Je vais commencer par vous présenter le Shift, c'est-à-dire ce qu'on est, notre approche, par qui on est financé aussi, parce que on est dans un monde où la science a besoin de justifier en fait d'où elle vient. Et ensuite, je vais faire un rapide point de contexte. Alors c'est sur le changement climatique en général, donc je vais sans doute rien vous apprendre. C'est juste pour vous expliquer notre point de vue des choses et que vous compreniez du coup notre démarche après. Et ensuite, du coup, vous parler du numérique et de la construction des usages numériques, qui est en fait une question qui est terriblement intéressante. Donc le Shift, c'est effectivement une association, alors loi 1901, c'est une association à but non lucratif et d'intérêt général. Donc concrètement, c'est une association qui ne fait pas d'argent et qui essaye de faire des choses bien. Donc ce que ça nous autorise, c'est que ça nous autorise à travailler sur ce qu'on veut, concrètement. Et donc ce qu'on a choisi, c'est les problématiques climat et énergie. Donc concrètement, notre sphère d'expertise, c'est le carbone et les kilowattheures. Il y a tout un tas d'autres problèmes, la biodiversité, etc. En fait, les pollutions des sols, il y a plein d'autres problèmes dans les problématiques environnementales. On n'est pas compétent dessus. Donc ce que je vais vous présenter, ça aura un prisme énergie-carbone. Évidemment qu'il est partiel, on en est conscient. Juste on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice de la connaissance totale. Donc cette association d'intérêt général, ce qu'elle essaye de faire, c'est dans un premier temps d'éclairer le débat sur la transition carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de transition carbone, on arbitre beaucoup de choses, on passe des lois, on discute en assemblée, voilà. Donc on discute beaucoup des solutions, mais avant d'avoir posé correctement les problèmes.
Et du coup, on se retrouve à avoir une machine qui est très très lente et qui fait des petits pas alors qu'on a un timing en fait assez serré au niveau des problématiques climatiques. Donc ce qu'on essaye de faire concrètement, c'est aller voir les gens qui sont compétents sur un sujet et poser correctement la question, avec des chiffres, avec des constats. Pourquoi ? Pour essayer de prendre des décisions éclairées, c'est-à-dire des décisions qui sont objectivement efficaces. Notre angle d'attaque, c'est de dire, on prend les actions qui ont le plus gros effet de levier et qui sont les moins difficiles à mettre en place. C'est ça qu'on veut dire quand on essaye de mettre en place des choses qui ne nécessitent pas un changement dans la nature humaine auparavant. C'est-à-dire que si on a un réveil général, tant mieux, ça facilite les choses, mais en attendant, nous, on ne parie pas dessus. On va essayer de trouver tout ce qu'on peut faire à technologie actuelle, à prise de conscience actuelle, pour se dire que si rien ne change, au moins on a identifié les choses qu'on pouvait quand même faire. Donc une fois qu'on a trouvé tous ces chiffres, qu'on a essayé de poser le problème correctement, concrètement on trace des courbes, on fait des schémas, et on rédige tout ça dans un grand rapport, qu'on synthétise aussi en 2 pages, parce qu'un rapport c'est long. Et du coup, une fois qu'on a ça, on va essayer d'influencer le débat. Donc influencer le débat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre ses conclusions et aller les porter à ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est un mot qui est volontairement flou, qui concrètement désigne toute personne susceptible de prendre une décision qui a un impact sur la transition à la fin. Donc tout le monde. Sauf que l'angle d'attaque qu'on prend, et c'est là la nuance, c'est pour ça qu'on s'est défini comme think tank plutôt que ONG, c'est qu'on va essayer, concrètement, la sensibilisation grand public, les informations très vulgarisées, la place est occupée, et très bien occupée par tout un tas d'ONG qui sont plus grosses que nous et plus anciennes. On a 10 ans. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de s'adresser aux décideurs et décideuses qui d'habitude n'écoutent pas les ONG qui, pour l'instant, produisent des choses. Donc concrètement, on va aller voir notamment, mais pas exclusivement, mais notamment les décideurs politiques et économiques, donc concrètement des députés, des ministres, des présidents, présidentes si on peut, et des personnes qui prennent des décisions dans les entreprises. Ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre des conclusions sur lesquelles tout le monde est d'accord, ça fait longtemps que la science est produite là-dessus, hein. On essaie de prendre des conclusions et de les transformer dans un langage qui est compréhensible par les gens qui prennent des décisions, pour pouvoir activer des leviers qui soient objectivement efficaces. Donc c'est une activité de lobbying. Donc c'est du lobbying d'intérêt général. Donc ça a les limites que ça a, hein. C'est-à-dire qu'on a le budget qui correspond au budget apéro d'une vraie boîte de lobbying. Mais bon, on arrive quand même à faire passer les choses, à essayer de se baser sur des faits qui sont scientifiques, donc en fait qui sont difficilement attaquables, hein, puisque tous les gens qui savent quelque chose ont participé à la production de la chose. Donc voilà, on arrive à faire passer des choses qui sont objectives et qui du coup peuvent donner lieu à des prises de décision efficaces. Pour vous décrire le fonctionnement de l'association, on est une dizaine, 10-15 personnes qui faisons fonctionner l'association à tous les jours, on va dire, donc en permanent. On a aussi des chefs de projet qui sont des experts ou expertes en fait de l'extérieur sur les sujets qu'on adresse, notamment sur le numérique par exemple. Le premier que vous voyez tout à gauche, c'est Hugues Ferbeuf qui nous aide du coup à piloter ces projets sur le numérique parce qu'il vient de ce monde-là. Et du coup, qui vont nous aider à apporter ces résultats et à pas dire n'importe quoi, concrètement. Ensuite, on a un conseil d'administration, un bureau et tout un tas d'experts en fait, qui gravitent autour du Shift. Et c'est ces experts qui vont nous permettre d'avoir un réseau. C'est comme ça en fait, qu'on arrive à faire passer les informations jusqu'à des gens qui d'habitude n'écoutent pas. Et qui nous permettent aussi d'avoir un réseau d'experts. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher des gens qui sont compétents et compétentes sur le sujet. Et ça nous permet de poser des questions, typiquement sur le numérique, en mettant les 2 pieds dans le plat, en disant non, on n'y connaît rien en numérique, on s'y connaît juste en énergie carbone, il n'y a pas quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un smartphone. Et du coup, en réunissant tous ces gens, on arrive à faire des choses, on arrive à faire des choses qui sont pertinentes, même d'un point de vue des gens qui sont dans le secteur. Et enfin, on a une association de bénévoles, qui est du coup une association petite sœur du Shift. Et cette association bénévole, elle porte ses propres projets en autonomie totale et elle nous aide sur tout un tas de nos projets. Pourquoi c'est une force qui est absolument très précieuse? Parce que du coup, ils sont 1400 maintenant, ils étaient 300 il y a 1 an et demi, on a eu un espèce de boom l'année qui vient de passer. Et du coup, ces 1400 personnes, elles viennent d'absolument tous les horizons, donc il y a toutes les compétences, tous les points de vue, etc. Et du coup, on peut vraiment faire appel à ces gens pour critiquer nos résultats, pour nous apporter des idées, enfin voilà. Et donc avec tout ça, on arrive à produire des rapports qui sont a priori pas complètement idiots, hein, parce qu'on arrive à les porter, on arrive à les faire peser,
Et du coup, on œuvre pour la décarbonation de l'économie à minimum à l'échelle européenne. Ensuite vient donc la question des financements. Alors pourquoi ? Parce que on est une association d'entreprises, c'est-à-dire qu'on est financé par des entreprises. Et évidemment, la question se pose de est-ce qu'on est transparent, est-ce qu'on n'est pas un lobby, est-ce qu'on ne défend pas des intérêts ? Bon, la vérité, c'est qu'on défend l'intérêt général. Donc concrètement, on est financé par des entreprises. Ces entreprises, elles vont financer nos activités en général. Et nous, ce qu'on trouve, avec ces financements, en fait, on va pouvoir avoir les 10 salariés qui sont là, dont je fais partie. Et ensuite, on va faire un travail de recherche. Ce travail de recherche, ça veut dire qu'on va se saisir des sujets qu'on considère importants. On va récupérer des chercheurs qui viennent du monde académique, qui viennent des entreprises, etc. On va produire des résultats et on produit ce qu'on trouve. Donc comme on est d'intérêt général par un mécanisme de défiscalisation et de reprise de financement par l'État, en fait, concrètement, tous nos résultats appartiennent au domaine public. Donc en fait, tout ce qu'on trouve et tout ce qu'on produit est disponible sur le site internet, y compris nos chiffres, nos tableurs de calcul. Il y en a qui s'amusent à les éplucher de l'onglet. Voilà. Mais du coup, on met tout en ligne. Alors pour démontrer qu'on est transparent, parce que ce qu'on cherche vraiment à faire, on ne cherche pas à apporter un nouveau point de vue qui va rentrer dans le débat. Concrètement, on cherche à faire en sorte que les points de vue qui débattent sur une base commune qui est la vérité. Donc, on est transparent au maximum pour démontrer que nos financements influent pas la production de nos recherches. Donc, dans ce sens-là, on essaie d'avoir la démarche la plus proche possible d'un institut de recherche. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que la mise à disposition en libre service, en libre accès de toutes ces données, ça permet aux gens, aux acteurs ou aux gens comme vous et moi, de reprendre ces données, soit d'en faire autre chose, donc il y a des gens qui construisent d'autres outils, etc., à partir de nos données, soit en fait de les critiquer, et du coup ça nous permet d'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, notre approche, c'est vraiment celle d'un institut de recherche, où on va faire critiquer ce qu'on a produit, et on va chercher les gens qui savent pour essayer de produire quelque chose qui au final arrête de nous faire tourner en rond. Et du coup, ensuite, on fait partie on s'intègre et on crée des réseaux d'acteurs, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de poser cette question sur tous les secteurs de l'économie à terme. Donc, on va voir des universitaires, on va essayer c'est plus dur, mais on va essayer d'en discuter avec les financiers, on va essayer d'en parler avec des acteurs du numérique, avec des acteurs privés, publics, enfin voilà. Ce qu'on essaye de faire, c'est de briser l'effet d'annonce et d'identifier ce qu'il faut faire pour avoir une différence quantitative. Donc c'est pour ça qu'on est des obsédés du chiffre. Tout ce qu'on dit, il y a un chiffre derrière, et on dit, si quelqu'un nous dit oui, mais on fait ça, on dit ok, mais on a analysé combien de kilos de CO2. Si on ne sait pas, alors on s'en fiche. Calculons le CO2 avant de savoir si ça valait le coup de le faire. Et c'est exactement l'approche qu'on a eue sur le numérique, et que je vais pouvoir du coup vous expliquer avec un cas d'étude pour que ça soit un peu plus concret. Et du coup, pour vous résumer un peu comment on conçoit l'intérêt général, donc concrètement, on se base sur la recherche scientifique, encore une fois, parce qu'on essaie de servir de l'état des connaissances de l'humanité sur un sujet, pour ensuite en produire des rapports. Donc ça, c'est le premier rapport sur le numérique, et des livrables, c'est-à-dire des choses qu'on met à disposition, avec les chiffres et les sources, et ensuite de se servir de ça pour aller faire ce que nous on appelle du lobbying, mais qui en fait regroupe une idée de diffusion des résultats, d'influence de la prise de décision, et en fait de formation des acteurs, parce qu'on se rend compte que dans tous les gens qui prennent des décisions, il y en a tout un tas qui sont juste pas formés. Je veux dire, avant même d'avoir des conflits d'intérêts ou des arbitrages à faire, il y en a tout un tas qui ne sont pas formés. Du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que les gens qui prennent des décisions puissent au moins être formés sur la question avec des chiffres qui sont a priori vrais. Et du coup, on va voir les acteurs publics, les acteurs privés dans les entreprises, et aussi la société civile qui en fait nous fournit beaucoup d'idées et à qui on fournit des chiffres pour supporter certains discours, Parce que quand on a des chiffres, en fait, quand on doit parler à des gens qui doivent réfléchir de manière très objective pour orienter l'avenir d'un pays ou d'une entreprise, c'est pratique d'avoir une courbe. Voilà pour notre positionnement, en fait, ce qu'on essaye de faire concrètement et notre engagement. Je vais commencer par un point de contexte, donc ce que je vous disais, pour vous montrer en fait cette vision très très physique de la chose qu'on a, c'est notre angle d'attaque, de vraiment partir de la réalité physique et d'essayer d'attaquer la transition carbone comme juste un choix de bon sens, avant même d'être un choix éthique en fait. Donc
base physique, et ça c'est ma formation de physicien qui me fait adorer ce slide, du coup c'est sur l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. On a les rayonnements du soleil qui arrivent sur la planète Terre, c'est absorbé par tout ce qui est à la surface de la Terre, donc vous, moi, des plantes, un caillou ou de l'eau, et ça va être réémis sous forme de chaleur dans l'espace. Donc sans l'effet de serre, en fait, si on a rien qui garde un peu de chaleur, la surface de la planète, il fait une température moyenne de moins 18 degrés. Donc température moyenne, c'est la moyenne sur toute la surface du globe et sur toute l'année. Donc ça ne veut pas dire qu'il fait moins 18 degrés partout, hein. Il peut très bien faire chaud dans le désert quand même, mais en moyenne, il fait moins 18. L'effet de serre, le premier, le naturel, donc c'est notre petite couche d'atmosphère qui concrètement va laisser passer les rayons du soleil dans un sens, mais ne va pas laisser passer la chaleur dans l'autre. Donc on va avoir un bout de la chaleur qui va être capturé à l'intérieur de cette vitre. Hein. Enfin, c'est exactement comme une serre en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effet de serre. Et du coup, grâce à cet effet de serre naturel, il fait en moyenne 15 degrés Celsius à l'époque actuelle à la surface de la planète, en moyenne. Concrètement, l'effet de serre anthropique, le réchauffement climatique, le changement climatique, tout ça, c'est dû au fait qu'on a rajouté du CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est comme si on avait rajouté une vitre à la vitre. Et du coup, cette vitre à la vitre qui a été rajoutée, elle va garder un peu plus de chaleur. On va toujours avoir le soleil qui va passer, on va avoir un bout de la chaleur qui va ressortir, mais comme il y a une vitre en plus, on va avoir un peu plus de chaleur qui reste. Et cette chaleur, concrètement, aujourd'hui, on en est à peu près à plus 1 degré. Alors plus 1 degré par rapport à quoi? Et du coup, ça permet de se bien recabler l'histoire des scénarios 2 degrés. Voilà. 1 degré, c'est par rapport aux 15 degrés en moyenne. C'est comme ça qu'on mesure. Donc, naturellement, a priori, il est censé faire en moyenne 15 degrés à la surface de la planète. Aujourd'hui, on est à 16 degrés, en fait, parce qu'on a rajouté une vitre de CO2. Le scénario de degrés, c'est quoi? C'est de dire que si on augmente encore la quantité de CO2, eh ben on va arriver à 2 degrés en plus, parce qu'on aura épaissi la taille de la vitre, quoi, concrètement. Pourquoi on s'est fixé 2 degrés? Concrètement, il n'y a rien sur la planète qui nous force à nous limiter à 2 degrés. Enfin, rien, il n'y a personne, la planète, concrètement, pas grave, elle peut faire plus. Donc, les 2 degrés, ça vient des accords de Paris. Donc, c'est un objectif que l'humanité s'est fixé à elle-même, toute seule, parce qu'elle s'est dit, en fait, au-dessus de 2 degrés, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de ce qui va se passer, et nos systèmes qui existent aujourd'hui, dans lesquels on existe, ils sont compatibles avec le monde qu'on connaît, mais avec un monde où il fait 2 degrés en moyenne plus chaud, enfin avec un monde à 17 degrés en moyenne, du coup, on ne sait pas trop, parce que nos systèmes n'ont pas été conçus pour. C'est nos systèmes d'énergie, c'est nos systèmes... voilà. Et en fait, dans cette définition de système, et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'on a nos écosystèmes, parce que l'être humain est dans un écosystème. Concrètement, si tous les éléphants disparaissent, si le tigre du Bengale disparaît, c'est pas grave. Des extinctions des espèces, il y en a eu des centaines, donc c'est pas grave du tout. C'est grave pour nous, parce qu'on aime bien l'écosystème dans lequel on a notre place, et du coup le tigre du Bengale, on aime bien le voir, parce que ça nous rappelle que c'est l'écosystème dans lequel l'humanité est apparue. Donc voilà, la problématique, elle est comme ça. Concrètement, si on veut sauver les animaux, c'est par pur égoïsme d'espèce, j'ai envie de dire. Et du coup, les limites qu'on s'est fixées, c'est pour la préservation de notre espèce et des systèmes dans lesquels on vit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sauver les animaux. Je dis que c'est bien de se rappeler que concrètement, c'est pas une injonction de la planète. La planète n'en a absolument rien à faire que tout disparaisse. C'est pas grave. Il y a des cafards. Peut-être que les cafards ils deviendront la première espèce de la planète. C'est pas grave. Donc c'est un combat qui est terriblement égoïste et je trouve que ça enlève tout un poids éthique en fait, de se dire en fait on est juste en train de sauver ce qu'on aime. Et du coup dans ces systèmes il y a les écosystèmes, il y a les animaux, il y a les systèmes techniques. Concrètement, s'il fait trop chaud, on n'est pas sûr que nos centrales elles tiennent, on n'est pas sûr que nos bâtiments soient bien isolés, enfin voilà. Et du coup, tout ça, en fait, c'est ce qui sous-tend nos systèmes humains. Donc au final, tout ça, là, nos systèmes qu'on veut sauver, c'est juste pour que nos systèmes humains soient sauvegardés. Et du coup, c'est pour ça que les débats sur la transition, sur les transitions, ils rejoignent tous les débats sur la justice sociale, etc. Parce qu'on est bien en train d'essayer de sauvegarder des systèmes humains. Concrètement, si on laisse évoluer les choses comme ça, il y a de grandes chances que l'humanité s'en sorte. Juste, il y aura peut-être 2-3 inégalités dont on n'a pas envie d'entendre parler. Donc voilà, l'objectif, c'est juste de sauvegarder nos systèmes humains en faisant en sorte de pas creuser des choses dans nos systèmes qu'on a construits. Une fois qu'on a posé ce cadre, on peut comprendre un peu notre démarche. On a quantifié donc cet objectif de degrés et pendant les accords de Paris, on a dit on ne veut pas dépasser 2 degrés. Donc là, c'est une courbe, c'est un peu moins joli, mais ça a le mérite d'être clair chronologiquement.
Les 2 degrés, ça veut dire qu'en fait, on a un budget carbone. C'est-à-dire que si on met trop de carbone dans l'atmosphère, on va trop réchauffer. Donc en fait, on dit, si on émet plus que ça, c'est 1000 gigatonnes de CO2 d'ici 2100, alors on dépasse les 2 degrés. Donc il faut diminuer nos émissions annuelles, puisqu'aujourd'hui, on est au-delà du budget. Donc on va diminuer nos dépenses carbone annuelles, un peu, ce qu'on va émettre dans l'atmosphère. Et pour les diminuer, pour respecter les 2 degrés, si on commence donc en 2018, donc l'année dernière, si on commence l'année dernière, il faut diminuer de 5% par an nos émissions de CO2. Si on commence en 2025, il faudra les diminuer de 10% par an. Forcément, hein, on a dépensé plus sur notre budget, donc il faudra réduire plus rapidement. Donc aujourd'hui, on va dire, ça fait qu'1 an de retard, on est sur la dynamique 5%, diminution de 5% par an. Aujourd'hui, on est exactement sur pas la bonne voie, puisqu'on a plus 2 à 3% par an. Donc bon, voilà, on n'est pas encore bien calé, quoi. Voilà. Pour donner une idée de ce que ça représente 10% par an, 10% par an, ça s'est vu une fois dans l'histoire, ça s'est vu dans le bloc de l'Est, avec l'industrie polonaise, à la chute, en fait, du bloc de l'Est. C'est-à-dire que c'est au moment où ils ont éteint les usines, concrètement. Donc 10% par an, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut éteindre toutes nos usines et laisser notre société s'effondrer pour atteindre 10%. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on dit on doit diminuer de 5 à 10% nos émissions, on n'est pas en train de dire faut éteindre le robinet quand on se brosse les dents. On est en train de dire faut changer de système de production, changer de système de consommation, et du coup toutes les initiatives, et encore une fois c'est pour ça que ça se recouvre avec des initiatives locales, etc., c'est parce qu'on est en train de devoir inventer un nouveau business and social model pour faire l'international. On n'est pas juste en train de vouloir faire des économies, on est en train de repenser un modèle pour qu'il soit compatible avec des contraintes sur lesquelles on n'a pas la main. Voilà pour le contexte. Alors ça a l'air insurmontable, en fait ça l'est pas, parce qu'on est capable de se tracer ce genre de courbe. En fait c'est une bonne nouvelle. On est une civilisation qui est capable de voir dans le futur et de calculer très précisément les conséquences potentielles de ses actes. Donc on a du mal à passer à l'action sur tout un tas de sujets, mais en vrai on a quand même tous les outils pour le faire. Et du coup là ce que je vais essayer de vous présenter c'est sur le numérique. Nos travaux sur le numérique, la question qu'on a voulu poser c'est ça, c'est est-ce que le numérique c'est la baguette magique qui va nous permettre de ne pas changer de modèle tout en respectant les contraintes qui s'appliquent à nous. Bon, évidemment, la réponse est non, hein, sinon je ne serais pas en train de faire la conférence. Mais en fait, la réponse, c'est pas que non, c'est peut-être. Ça dépend comment on l'utilise, comme tout outil. Donc la question qu'on s'est posée, c'est ça. On a une balance. C'est la balance donc de l'utilité carbone-énergie du numérique. Et donc les opportunités du numérique, on en entend souvent parler, c'est ces smart grids, les smart cities, les smart tout. C'est toutes ces technologies qui sont censées nous aider à piloter notre consommation énergétique, à optimiser nos process de production, à aller plus vite, à échanger du service plutôt qu'échanger des biens, etc. Enfin, voilà. Bon, du coup, c'est toutes ces technologies qui vont nous permettre d'innover, et d'ailleurs on reviendra sur ce que ça veut dire l'innovation, avec quelques exemples assez croustillants, d'innover pour inventer des nouveaux modes de produire, de faire et de consommer, pour nous aider à répondre en fait aux injonctions du XXIe siècle. Bon, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça sert à quelque chose. La question qu'on a voulu poser, c'est est-ce que le coût environnemental, il fait pencher la balance de l'autre côté? Parce que jusque-là, les outils numériques, on a eu tendance à oublier, alors par construction, hein, c'est pas du complotisme, hein, c'est juste que c'est comme ça qu'ils se sont construits dans notre tête, on a eu tendance à oublier que pour produire un smartphone, pour produire un ordinateur, pour les faire fonctionner, etc., il faut des matériaux de base, de l'énergie, et que tout ça, du coup, ça émet du carbone. Donc la question c'est, est-ce qu'au final, si on met le carbone, les matériaux et l'énergie que ça nous a coûté à faire fonctionner et à produire, est-ce que c'est plus lourd que ce que ça nous a permis d'économiser? Si oui, mauvaise pioche. L'idée donc c'est de trouver les conditions sous lesquelles on arrive à avoir une balance plate au minimum, sachant du coup que si on a une balance plate, bon c'est pas grave mais ça avait servi à rien, quoi. Donc l'idée c'est vraiment de le faire pencher du côté bleu, et donc c'est d'identifier comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'outil numérique pour avoir une balance qui penche du bon côté et finalement en fait extraire ce qu'il y a vraiment d'utile dans le numérique. Donc je vais commencer par le constat des émissions de gaz à effet de serre du numérique aujourd'hui. Concrètement, dans ce que je vais vous présenter dans les résultats, en fait je vais vous présenter les résultats du côté orange. Pourquoi? Parce qu'on a voulu raisonner à l'échelle mondiale, parce que on parle de l'outil numérique, donc ça n'a de sens qu'à l'échelle mondiale. Et à l'échelle mondiale, en fait, quantifier ce que ça coûte, c'est facile, il suffit de dire il me faut tant de carbone pour produire un smartphone, il y en a 5 milliards dans le monde, c'est le vrai chiffre, donc je fais 5 milliards fois ça, bon, j'ai le coût carbone du truc total à l'échelle de l'humanité. Pour la partie bleue, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que ça va jouer sur des usages. Pour prendre un exemple concret, le télétravail, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, d'un point de vue carbone?
a priori, je vais diminuer les voyages entre chez moi et le lieu de travail. Donc je vais probablement diminuer les émissions. Bon, on s'est rendu compte que ça dépend des cas. Parce que par exemple, si le jour de télétravail est le vendredi, on va avoir tendance à favoriser les week-ends longs, parce qu'on va pouvoir travailler d'autre part. Donc les trajets en avion vont augmenter. Bon, voilà, c'est le genre de choses en fait qui rend impossible la quantification à échelle totale, parce qu'il y a trop de cas différents pour savoir si au final c'était une bonne idée ou pas. Donc la partie bleue, alors on est en train d'y travailler, c'est prévu pour l'année prochaine. En fait, on essaye de faire des questions au cas par cas. C'est-à-dire on essaie de faire une liste de questions pour savoir au cas par cas si c'était une bonne idée ou non d'utiliser l'outil numérique à cet endroit-là et de telle manière. Donc typiquement pour le télétravail, ça sera peut-être que c'est une bonne idée si c'est à partir de tant de kilomètres de trajet évité et si tu prends pas l'avion le week-end. Donc voilà, on essaye de faire des listes qui permettent au cas par cas de répondre au truc. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une quantification globale et pour le coup, on a pu se concentrer donc que sur le coût environnemental dans un premier temps. Donc, les émissions dues à la production et à l'utilisation de tous ces outils, et on reviendra sur ce que ça veut dire tous ces outils, en 2019, ils sont associés à des émissions de gaz à effet de serre qui sont de 3 à 4%, 3,7 pour être exact, des émissions mondiales. Donc 3 à 4%, ça veut dire que c'est au-dessus des 2% des émissions mondiales qu'on associe, qu'on attribue généralement à l'aviation civile. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le numérique, c'est pas quelque chose de virtuel, sauf si les A380 sont virtuels. Bon, vu qu'on parle des avions, ça veut dire que le numérique, c'est pas un sujet où on peut dire non, mais c'est pas la peine. Voilà. Et les acteurs du numérique jouent beaucoup là-dessus. Ils jouent sur cette espèce de mythologie autoconstruite du numérique, du virtuel. Le cloud, ça parle de lui-même, c'est un nuage. Du coup, on a l'impression que c'est des informations qui volent comme ça un peu. Mais en fait, non, le numérique, c'est un ordinateur. C'est un centre de données où vont être stockées les données. Et ça va être des gros câbles ou des grosses antennes qui vont amener les données et faire transiter les données entre moi et là où la donnée est stockée et traitée. Donc le numérique, c'est pas quelque chose de virtuel, c'est un truc, c'est une infrastructure énorme en plus. Il y a des milliers de kilomètres de câbles qui traversent l'océan Atlantique. Si on mettait tout ça dans une plaine, on se rendrait compte que ça prend de la place. C'est des mines qui sont creusées, c'est des usines pour produire tout ça. Donc c'est une infrastructure physique. Et c'est ça que ça veut dire, ce premier chiffre, c'est que c'est une infrastructure physique au même titre que l'aviation civile. Donc concrètement, à ce stade, on s'est dit, c'est une bonne idée de continuer. Donc ce qu'on a essayé de regarder, c'est comment pouvaient évoluer les émissions dues à la production et l'utilisation des objets numériques d'ici 2025. Pourquoi 2025 ? Parce que c'est un peu loin, mais c'est assez proche pour qu'il n'y ait pas de grosses ruptures technologiques, vu la cadence du numérique. Et du coup, en 2025, on a fait un premier set de scénarios. Alors, c'est 3 scénarios, mais voyez-les comme un scénario. On s'est amusé à trifouiller les hypothèses pour tester la sensibilité du modèle. Mais ça, c'est des trucs qu'on aime bien faire quand on fait des modèles. Mais concrètement, on a voulu regarder en fait à quel point le modèle était pertinent suivant nos hypothèses qui sont derrière. Parce qu'en fait, un modèle, c'est très dépendant des hypothèses. Et du coup, on voulait voir si nos hypothèses influaient pas trop sur le résultat. L'idée, c'est que c'est des scénarios qui, grosso modo, décrivent une palette des évolutions possibles du numérique d'ici 2025. Donc on s'est basé sur l'évolution de la production de smartphones, l'évolution de la production d'ordinateurs, l'évolution de trafic de données, etc. à partir de comment ça évolue aujourd'hui, en extrapolant un peu et en se basant sur tout un tas d'études qui sont faites par ceux qui regardent un peu tout ça, qui mesurent tout ça. Et du coup, tous ces résultats, ça nous donne en 2025 7 à 8% des émissions mondiales, c'est-à-dire autant que les véhicules légers. Donc, c'est-à-dire les voitures, les scooters et tous les autres 2 roues motorisés. Donc encore une fois, ça veut dire que dire oui mais le numérique c'est pas un sujet, ça consomme pas beaucoup, alors on arrête de s'occuper des voitures aussi. Et du coup on comprend bien que le numérique c'est un sujet à part entière, c'est un secteur à part entière, c'est un ensemble d'acteurs, c'est un système à part entière, tout comme le système de mobilité. Et ces premiers constats, ils nous permettent, 1, de constater ça, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper du sujet, et 2, de constater que non seulement c'est un secteur comme les autres, mais en plus c'est un secteur pas comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait il évolue plus vite que les autres secteurs en termes de consommation d'énergie et d'émissions associées. Pour donner une idée, aujourd'hui les émissions du monde, on l'a dit tout à l'heure, elles évoluent de 2 à 3% par an. Celles du numérique, elles évoluent de 8% par an. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de numériser notre économie comme des malades. On met du numérique partout, dans les usines, dans les entreprises, dans les bâtiments, dans les universités, dans les maisons, dans nos poches. Donc on met du numérique partout et on n'arrive toujours pas à diminuer les émissions du monde.
Ce plus 8% par an, ça rend le numérique ingérable d'un point de vue énergétique, dans le sens où en fait, pour rappeler, hein, on est censé baisser en moyenne de 5% par an, donc on comprend bien que le plus 8, c'est encore pire que le plus 2. Et du coup, ce qu'on a voulu montrer avec le scénario qui s'appelle Sobriety entre guillemets, et je vais vraiment revenir sur les guillemets, c'est qu'on pouvait rendre le numérique pas moins gérable que le reste du monde, sans remettre en cause son modèle. En gros, le scénario Sobriety avec des guillemets, ça permet de ramener l'évolution de la consommation d'énergie du numérique à l'évolution moyenne du monde. Donc c'est toujours absolument pas compatible avec les accords de Paris, on est toujours dans le mauvais sens, mais au moins ça le rend aussi ingérable et pas plus ingérable que les autres secteurs. Pourquoi on a voulu faire ça? Pour montrer que la manière dont on utilise l'outil peut changer drastiquement l'ordre de grandeur de ce dont on est en train de parler, quoi. Là, on a juste fait quelques hypothèses qui ne sont pas complètement délirantes. Par exemple, on a dit que la production de smartphones n'augmentait pas. Donc ça veut dire pas qu'on arrête de produire des smartphones, hein, qu'on n'en produit pas plus par année. Aujourd'hui, il y a 5 milliards de smartphones en circulation dans le monde et on en produit par an 1,5 milliard. Ouais, on est 7 milliards. Donc peut-être on commence à avoir équipé tout le monde. Donc faire l'hypothèse qu'on continue à en produire 1,5 milliard par an, bon, ça va, c'est pas, on n'est pas disruptif quoi dans notre vision du monde. On n'est pas encore à Mad Max. Donc, ce qu'on voulait montrer vraiment avec ce scénario, c'était juste qu'on pouvait reprendre la main sur le numérique juste en cassant des dynamiques qui n'ont pas de sens en fait, même hors considération énergétique quoi. Et du coup, ça nous permet de dire que on arrive quand même à 5% des émissions en 2025 si on fait ça, et donc que ça suffit pas. Donc en fait, ce scénario, c'est pas un scénario de sobriété, c'est un scénario de pré-sobriété. C'est un scénario qui nous permet de dire, l'outil numérique, on peut vite reprendre la main dessus, et ensuite, on va avoir quelques slides en plus, vous allez voir, pour savoir ce que ça veut vraiment dire, la sobriété. Et du coup, là, ça va devenir plus challengeant, en fait, hein, sur le point de vue du modèle du numérique. Bon, le message final, en fait, sur ce constat, c'est que la sobriété, et donc on va définir ce que c'est exactement plus tard, c'est la seule réponse à court et moyen terme, en fait, même à long terme, suivant comment on définit le long terme. Pourquoi cette phrase? Pour répondre au « Ah oui, mais il y a l'ordinateur quantique qui va bientôt... » Ouais, bon. Concrètement, on est en train de dire que les ruptures technologiques, déjà, elles ne sont pas prêtes, elles ne sont pas là. Et quand bien même on arriverait à les mettre au point, dans 5 ans, elles ne seront pas déployées. Donc concrètement, dans 5 ans, et c'est encore une fois les hypothèses du shift, c'est de dire dans 5 ans, on sera à peu près dans le même état que ce qu'on est aujourd'hui. Au niveau de la technologie, au niveau de la prise de conscience. Si on a une magnifique surprise, tant mieux, on pourra acheter notre apport. Et de toute façon, le shift est une structure qui, à terme, a vocation à disparaître. Hein. Si on peut fermer dans 10 ans, se dire qu'on aura réussi et puis on ira faire autre chose. On a tous plein d'autres idées. Du coup, s'il y a des solutions miracles qui sortent entre-temps et qui facilitent vraiment la transition, tant mieux. Pour l'instant, on n'en est pas sûr. Donc nous, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a rien. Voilà. Si on a tort, tant mieux. La deuxième raison pour laquelle la sobriété c'est la seule solution viable, c'est parce que la sobriété elle questionne les usages, donc la manière dont on utilise l'outil. Et en fait, les avancées technologiques qu'il y a eu depuis les 1000 dernières années, les 200 000 dernières années, les 2 millions de dernières depuis qu'on marche quoi. Concrètement, tout ce qu'on a inventé et qui a permis d'utiliser moins de ressources pour faire la même chose, on a fait cette chose plus, et du coup on a consommé plus. Ce qu'on appelle l'effet rebond. Et voilà, bon, tout le monde peut l'expérimenter à titre individuel. Hein, je veux dire, du coup, ça justifie le fait qu'il faille questionner les usages. La question, elle n'est pas dans l'efficacité énergétique du truc. Elle n'est pas dans oui, mais ça consomme moins, on peut. Non, non. C'est est-ce qu'on va l'utiliser plus au final? Le bilan total, ça donne quoi? Parce que pour l'instant, toutes les avancées qu'on a eues, alors on n'est pas en train de dire que travailler sur l'efficacité énergétique est inutile, hein, ça n'aurait pas de sens. Bien sûr que c'est utile, mais seulement si c'est intégré dans une réflexion sur les usages et on se dit, ok, mais au final, il faut qu'on consomme moins, au total, quoi, quand on fait le bilan total. Donc voilà, la sobriété, c'est cet angle d'attaque-là. La conclusion, on va dire en 2 phrases, c'est que le numérique, il a des opportunités. On n'est pas des technophobes. J'ai fait ça avec un ordinateur et si on est capable de faire des modèles, c'est avec des ordi. Hein. Donc le numérique est quelque chose d'absolument essentiel. Juste, il faut réfléchir à comment on l'utilise. Parce qu'aujourd'hui, il est censé avoir des opportunités de fou qu'on ne voit pas apparaître au total. Donc c'est que quelque part, il y a un truc qu'on fait mal. L'idée, du coup, c'est d'identifier ce truc qu'on fait mal et de trouver comment on fait
pour optimiser tout ça. Et donc la phrase absolument grandiloquente qui est en dessous, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, continuer d'inventer le numérique, et c'est ça qu'on propose, hein, c'est pas d'arrêter d'inventer des trucs, c'est juste de continuer d'inventer des choses, mais en fait continuer d'inventer le numérique, d'ailleurs ça peut s'étendre à d'autres de nos systèmes, hein, c'est réfléchir à ce qu'on invente, comment et comment on l'utilise. C'est notre point de départ. Oui, c'est notre point de départ au bout d'une demi-heure, mais c'est notre point de départ. Du coup, le numérique, c'est ça qu'on a conclu, c'est que la transition numérique n'est ni bonne ni mauvaise par défaut. Parce qu'on savait déjà avec tous les outils du monde, hein. Enfin, un marteau, ça peut servir à enfoncer un clou ou à taper sur un doigt volontairement. Donc bon, c'est la manière dont on l'utilise. Et du coup, la transition numérique, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et je vous le démontrerai avec le top 10 des inventions connectées les plus inutiles de 2018. On n'a pas réfléchi, on a fait ce qui nous passait par la tête. Donc la sobriété numérique, mais je vous laisse un peu en suspense pour essayer d'imaginer ce qui peut être inutile, mais quand même commercialisé. Du coup, la sobriété numérique, c'est un objectif. Son objectif, je reviens dessus, c'est de préserver les apports du numérique. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a un système numérique qui, comme tous nos autres systèmes, là, est sur notre planète Terre sous nos deux couches de verre, et qui concrètement va être soumis à des contraintes naturelles, des contraintes sur la disponibilité de ressources, hein, parce que il faut aller creuser des trous et des mines hein, pour produire tout ça. Un point sur la recyclabilité de tout ça, un appareil numérique, enfin électronique, n'est pas recyclable. C'est-à-dire qu'on est capable d'extraire un certain, alors sauf pour le cuivre, mais sinon la plupart des matériaux, ce qu'on appelle les terres rares, dont on entend beaucoup parler, la plupart des matériaux qui sont critiques, hein, c'est-à-dire soit qui ne sont pas du tout sur notre territoire, soit qui sont extraits par des gens beaucoup trop jeunes pour le faire et dans des mines beaucoup trop mal creusées pour qu'on y mette un pied, ou alors qui sont en quantité limitée. Bon, tous ces matériaux-là, on les combine dans des tout petits composants et on n'est pas capable de les réextraire. On est incapable de réextraire ces matériaux, un à un, et de les remettre dans d'autres composants. Donc quand on recycle des appareils électroniques, ce qu'on arrive à faire, c'est réutiliser ces matériaux pour faire un arceau en béton ou pour faire autre chose. Ça va être des usages qui vont être moins nobles, enfin en tout cas pas les mêmes, quoi. Donc il faut bien avoir en tête qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose dans lequel il y a un composant électronique neuf, on a dû creuser un trou quelque part. C'est obligé, ça n'existe pas. Un condensateur fabriqué totalement en recyclage, ça n'existe pas. Du coup, l'objectif, c'est bien de préserver les apports du numérique dans tout ça, en disant qu'on a des contraintes sur les ressources, on a des contraintes sur l'énergie, on a des contraintes sur les émissions qu'on peut encore s'accorder, puisqu'elles vont s'appliquer, et qu'aujourd'hui le système n'est pas compatible avec ça, on a deux choix. Soit on réfléchit en amont, soit on ne le réfléchit pas en amont. Réfléchir en aval, ça sert à rien, j'élimine la troisième possibilité. Si à écrire des livres, mais pas à faire quelque chose. Du coup, si on réfléchit pas en amont, on va avoir des contraintes qui vont s'appliquer à notre système. Notre système, il n'est pas prêt pour, donc il va falloir tasser tout ça en rapidité, on va faire des choix dans l'urgence. Qui a déjà fait un choix dans l'urgence qui était vraiment intelligent ? En général, quand on est pressé et qu'on n'est pas sûr, on a 50% de chance de prendre la mauvaise décision. Donc, on risque de perdre les apports du numérique. Les arbitrages, quand ils sont faits dans l'urgence, en général, ils sont faits sur la variable prédominante du moment, donc par exemple le dollar. Ils vont être faits sur les acteurs qui vont le plus peser, et là on va pouvoir parler de lobbying un peu sale, quoi. Donc concrètement, si on prend une décision dans l'urgence, si on laisse arriver le moment où on doit décider dans l'urgence, il y a peu de chances qu'on arrive à préserver les apports du numérique. Et les apports du numérique, c'est le divertissement, c'est la culture, c'est les apports énergétiques, c'est tout ça. Hein. C'est pas, nous, on a un prisme très énergético-centré, mais c'est tous les apports. Donc ce qu'on dit, c'est que si on veut préserver tout ça au vu des contraintes qui arrivent, il faut le réfléchir en amont. Bonne nouvelle, on a les outils pour le faire. On est capable de tracer des courbes, on est capable de faire tout ça. Et nous, on a fait tout ça à pas beaucoup. Hein. Donc en fait, si on a une grosse institution qui s'y met, concrètement, on peut faire des trucs bien. Donc la deuxième option, c'est de réfléchir à comment on fait pour créer un système numérique, donc un système technique et d'usage, encore une fois, qui soit compatible avec ces contraintes. Ces contraintes, donc, qui sont des contraintes physiques. Et donc, si quelqu'un connaît un moyen de changer les lois de la physique, on veut bien, parce que ça nous permettra d'aller faire autre chose que le shift. Bon, on aime bien le shift, hein, mais voilà, pour l'instant, les lois de la physique, c'est les lois de la physique. Donc, si on rajoute du CO2, il fait plus chaud, fin d'histoire. Donc, c'est des contraintes qui ne sont pas négociables. Et si on part bien de ce point de départ, en fait, on comprend bien que la question, oui, mais le business model n'est pas compatible avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? La réponse, c'est on le change. Bien sûr que c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que la question, c'est pas est-ce qu'on change le modèle, c'est comment on le change. Parce que les contraintes, elles sont pas négociables au départ.
Donc on le change ou il va se changer, mais bon, concrètement, il y aura un changement. Et du coup, tout ça, ça nécessite un changement de paradigme qui est d'arrêter de faire les choses parce qu'on peut les faire et de les faire parce qu'elles sont utiles. Évidemment, le débat, du coup, il est sur le mot « utile ». Et en fait, il est là le vrai débat. C'est pour ça que c'est un débat de société, tout ça. Oui, il y a des constats physiques au départ, qui sont pas discutables, et dont il serait bien d'arrêter de discuter. Il y a des chiffres, mais derrière, ça va ouvrir sur des questions sociétales. Parce qu'en fait, savoir ce qui est utile, personne ne peut quantifier ça. Donc il va falloir décider de qu'est-ce qu'on garde. Donc nous, on a travaillé sur la vidéo. Je vais revenir après avec quelques exemples pour poser la question des usages. Et on a parlé d'arbitrage des usages. Ce qui a l'air d'être un gros mot, et on a fait exprès de prendre un truc un peu cristallisant comme ça. Mais concrètement, l'arbitrage des usages, c'est de dire que on a regardé dans la vidéo en ligne, là, dans tout ce qu'on regarde sur Internet, dans toute la vidéo en ligne, ça représente 60% du trafic mondial de données. Donc bon, voilà. Donc quand on dit que le big data est en train de sauver la planète, pour l'instant, il y a quand même 60% de vidéos, quoi. Dans ces vidéos, il y a entre 20 et 30% à peu près de YouTube et compagnie, de Netflix et compagnie, de vidéos qui sont hébergées sur les réseaux sociaux et autres, et de pornographie. Donc quand on dit arbitrer les usages, ça veut dire, imaginons, bon, c'est un cas hypothétique, puisque ça ne se passe pas comme ça en pratique, mais imaginons qu'on n'ait plus assez d'énergie pour faire fonctionner tous les réseaux qui nous permettent de regarder de la vidéo. On n'a que la moitié. Bon, allez, on a que 3/4. C'est-à-dire qu'il y a une des 4 catégories qu'il faut limiter ou éliminer, ou alors on les limite. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, dans l'utilité, il n'y a absolument aucune raison objective. Il n'y a aucune raison objective qu'un scientifique ne peut pas démontrer que la pornographie est moins utile que la télémédecine. C'est indémontrable. Il faut caractériser avant ça ce que c'est qu'utilité. Et ça, c'est un débat social, c'est un débat sociétal, c'est un débat collectif. Concrètement, la question le faire parce que ça nous est utile, elle est imposée par les contraintes physiques. Parce que du coup, si on a ressources limitées, si j'avais 100 balles par jour et qu'en fait j'en ai plus que 10, je vais réfléchir à si je mange ou pas avant d'acheter les trucs superflus. Bon, c'est exactement la même chose. Et pour revenir sur le numérique, du coup je vais pouvoir vous sortir les quelques exemples d'utilité relative dans ce qu'on a inventé. Donc pour poser le cadre, c'est des idées qui ont été eues un jour dans un bureau et auxquelles on a filé des ressources pour pouvoir les produire. C'est des choses qui sont commercialisées, donc ça a été produit. Donc il y a un trou qui a été creusé quelque part pour produire ça. Donc dans le top 10 des innovations connectées les plus inutiles de 2018, il y a la poêle connectée, qui vous dit quand est-ce qu'on retourne son steak. J'imagine qu'il faut programmer la poêle pour lui dire quand est-ce qu'on retourne son steak. Bon, je sais pas. Mais c'est pas la plus inutile. Il y a la salière connectée. La salière connectée, donc c'est une espèce de petite enceinte en fait que vous mettez au milieu de la table pour qu'elle parle pendant que vous parlez avec les gens en mangeant. Et vous lui dites par exemple sel. Et donc il y a un petit tiroir qui s'ouvre avec du sel dedans. Et après il faut prendre le tiroir, donc la salière, et saler soi-même. Voilà, c'est le genre de choses où on se dit tiens, peut-être que l'utilité, après je ne préjuge de rien, objectivement ça peut être utile, mais peut-être que puisque ça consomme des ressources et qu'on en a plus à volonté, on aurait pu se poser la question. Il y en a une dernière, c'est le préservatif connecté, vous irez voir. Voilà, alors celui-là je crois qu'il n'a pas passé l'étape de commercialisation à grande échelle, ils en ont produit quelques prototypes, puis je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé de marché. Ça rassure un peu sur la nature humaine. Mais bon voilà, c'est le genre de choses en fait où vraiment on se dit, bon, c'est une bonne nouvelle en fait pour l'inventivité humaine, qu'on ait toutes ces idées là et qu'on se dise on les fait, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a des idées. Juste, puisque maintenant on a des contraintes sur les ressources, alors il faut faire le tri dans ces idées. Ce serait pas grave si on avait autant de ressources qu'on pouvait, on continuerait. Mais puisque on a des contraintes sur les ressources, alors il faut réfléchir à ce qu'on choisit. Et donc qualifier l'utilité pour être capable de faire utile. Donc cette question d'utilité, d'un point de vue de la transition énergétique carbone, elle est très facile à quantifier. On sait ce que ça nous permet d'économiser en énergie en carbone, on sait ce que ça nous coûte à mettre en place et à utiliser, donc on a juste à être sûr que quand on fait l'un moins l'autre, on est en positif. Voilà. Et du coup on est sûr d'avoir un impact net positif. Donc ça c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire des fiches pour par exemple une ville qui fait une stratégie territoriale en disant on va faire une ville numérique et une ville verte.
bon, bah, c'est d'être sûr que la ville numérique, en fait, ça finisse pas par complètement contrecarrer la ville verte, parce que pour l'instant, c'est ce qui est fait. Bon, c'est pas les mêmes bureaux qui font les plans. Donc voilà, on essaie de faire des listes de questions à dire, bah, vous voulez faire une ville numérique dans une ville verte? Bon, bah, comptez. Voilà. Cette balance, elle est facile à faire quand on parle d'énergie de carbone. Quand on parle d'utilité sociétale, c'est plus dur. C'est quoi l'apport de la culture? Bon. Il y a des youtubeurs qui se sont posés la question, comme le professeur Feuillage, etc., qui sont des youtubeurs qui font de la sensibilisation sur les questions climat, et ils se sont dit, nous on sait que Internet, et donc que nos vidéos, à chaque fois que quelqu'un regarde nos vidéos, ça va contribuer à une consommation d'énergie. Mais on est en train de donner des clés pour diminuer la consommation d'énergie. Est-ce qu'on est vertueux finalement? Bon, personne ne pourra jamais quantifier ça. Donc la question, en fait, elle est sur l'utilité aussi quantifiable que possible. Et c'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire, on est au courant qu'on ne peut pas tout quantifier. Bon, c'est un vieux fantasme de mathématicien ou de physicien, mais on ne peut pas tout quantifier dans le monde réel. Du coup, la question, c'est de quantifier tout ce qu'on peut pour prendre les bonnes décisions. Et du coup, pour être sûr que tel service qu'on déploie, ça va demander tant de ressources. Et après, on peut se dire, bon, ça demande tant de ressources, au final, est-ce qu'on a une vraie utilité? Même si on ne peut pas le mettre dans la balance quantitative, on a une balance qualitative pour évaluer l'utilité de quelque chose. Et donc c'est ça qu'on appelle. On appelle à sélectionner les acteurs qui sont impliqués dans le déploiement de quelque chose, d'un grand nouveau réseau par exemple, et de dire combien ça va nous coûter et qu'est-ce que ça va nous apporter. C'est vraiment ce qu'on essaye de produire, on va dire, comme effet, et donc ça pose une question sur les usages. Et cette question sur les usages, on l'a exploré pour l'instant au travers de la vidéo, parce que c'était un cas d'étude qui était pratique à comprendre. Déjà parce que ça représente 80% du trafic mondial, et aussi parce que tout le monde a regardé une vidéo dans sa vie en ligne, donc concrètement on sait tous de quoi on parle. Et ce qu'on voulait poser comme question, c'était c'est quoi un usage? Concrètement, quand on commence en fait jusqu'à là, quand on arrive à ce constat, là au slide de juste avant, peu importe avec qui on parle, tout le monde est d'accord. Quand on dit, du coup, on fait quoi? Typiquement télémédecine ou pornographie, ça crispe. Ça crispe parce qu'on dit non, mais c'est compliqué en fait, il y a des usages différents, chacun fait... oui, bon, voilà. On a essayé de faire ça pendant 500 ans et concrètement, on n'a pas réussi à régler le problème de la consommation énergétique de l'humanité. Donc là, on est en train de dire, posons le problème correctement. Et donc, on a essayé de techniciser ce débat, de voir jusqu'où il y avait de la technique des usages pour des trucs non quantifiables. Donc on a été voir des sociologues des usages, on a été voir des designers, on a été voir des régulateurs de comportement en ligne, la CNIL, l'ARCEP, Adopi, tout ça, le CSA. C'est des gens qui savent comment on fait pour empêcher certains usages en ligne ou pour les réguler. Il y a une audition du Sénat qui est très édifiante là-dessus. Je ne vous recommande pas du tout de la regarder, ça dure 2 heures, c'est une audition du Sénat, c'est long à en mourir, mais bon, c'est intéressant quand on travaille dessus. Où les directrices de Adopi, je crois, disent « mais il n'y a pas un régulateur sur Terre qui vous dira que les comportements en ligne n'ont jamais été régulés. » Ça a toujours été régulé, en fait. Internet n'est pas une zone de non-droit, c'est pas un Far West. C'est une zone de liberté. Voilà. Donc, on sait très bien comment on fait pour réguler des usages. Par exemple, il y a peu de gens, en tout cas en débat public, qui défendent la liberté de la pédopornographie sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où, à titre de société, on s'est dit, tiens, regarder des enfants tout nus sur Internet, c'est délétère pour la société. C'est pas une bonne idée. Bon, enfin, ça a plus d'effets néfastes que d'effets bien, quoi. Donc, on va faire en sorte de réguler ces usages. On va faire en sorte de limiter ces usages, de faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas, qu'ils ne consomment pas de ressources. Voilà. C'est ça la régulation. La régulation, ça peut être des règles, ça peut être d'orienter la manière dont les gens font les choses avec le design des outils, on va revenir juste après. La régulation, c'est une société, c'est un collectif même d'ailleurs, c'est juste un collectif qui dit tel usage, c'est pas une bonne idée, on va faire en sorte qu'il n'existe pas ou qu'il ne nous prenne pas de temps ou de ressources. Puisqu'aujourd'hui, on parle avec des splendides effets d'annonce qui en vrai sont pleins d'espoir, j'espère que ça va donner quelque chose d'état d'urgence climatique et de ce type de choses, on a considéré que ne pas prendre en compte la problématique climatique était délétère pour la société. Bon, ça justifie de réfléchir aux régulations, c'est tout. Bien sûr qu'il y a des compromis, mais parlons-en, quoi, plutôt que de dire oui, mais non, on peut pas, parce qu'en fait, voilà, non, on veut techniciser le débat. Donc on a été voir des sociologues des usages, on a dit, bon, est-ce que vous savez comment les usages sont construits? Ils ont dit, oui. On dit comment ça? Oui, ils nous ont dit on sait. Et en fait, on aurait peut-être dû leur poser la question plus tôt. C'est-à-dire qu'ils sont très au clair sur comment on construit nos usages. Nos usages, c'est la combinaison de nos choix individuels et de la conformation collective, quoi. Concrètement, pour
premier exemple, avant de finir sur la vidéo pour reboucler sur le numérique, un premier exemple, c'est qu'en général, dans la rue, vous marchez plutôt sur le trottoir. Pourquoi ? Pour ne pas se faire écraser. Je ne me suis jamais fait écraser, mais je pense que c'est désagréable, donc je vais marcher sur le trottoir. S'il n'y a pas de voiture, vous êtes quand même plus susceptible de marcher sur le trottoir que sur la route. Parce qu'on a mis un trottoir. Alors plus susceptible, ça ne veut pas dire des fois on marche sur la route, mais je veux dire que vous êtes quand même plus susceptible de marcher sur le trottoir que sur la route, même s'il n'y a pas de voiture. Même s'il n'y a pas de risque de vous faire écraser. Parce que la manière dont est conçu le système est fait pour nous orienter dans une direction. Les lignes blanches sur la route, on n'est pas du tout, on peut passer par-dessus. Pourtant, si on passe par-dessus, on va dire oh là là, ben oui, en fait, c'est juste un coup de peinture. Donc, ça veut bien dire que la manière dont on a conçu le système influe sur la manière dont on se comporte. Il n'y a pas que ça qui joue, parce qu'effectivement, que je peux traverser la ligne blanche, mais il y a aussi la manière dont, voilà. Et c'est ça l'idée. Sur le système vélo, tout le monde sait que si on met pas de piste cyclable, il y a moins de gens qui roulent en vélo. Et tout le monde sait que si on met des pistes cyclables sécurisées, il y a plus de gens qui roulent en vélo. Voilà, donc oui, c'est mon choix de rouler en vélo, mais suivant comment le système est fait, je vais aussi être poussé d'un côté ou de l'autre. C'est ça la régulation. Et du coup, pour reprendre les vidéos, sur YouTube ou Netflix, quand je clique sur Play pour regarder une vidéo, c'est parce que j'ai envie de cliquer sur Play. Quelqu'un me prend le doigt, mais bon, ça n'arrive pas souvent. Donc, ou alors parlez-en à quelqu'un. Donc, si je clique sur Play, c'est pour regarder la vidéo. Donc, c'est ma décision personnelle. Mais sur Netflix, par exemple, la petite vignette qui est la jaquette de la vidéo, en fait. La petite vignette, elle va changer suivant votre historique, suivant ce que vous avez regardé avant. Si vous êtes un ou une habitué des comédies romantiques, et que vous allez regarder Expendables 3, un truc où on tire sur des gens, concrètement, vous allez probablement avoir une image du film où ça va ressembler à une comédie romantique. Parce que vous serez plus susceptible de cliquer dessus. Bien sûr, vous allez voir le titre et peut-être qu'en fait non, mais vous serez plus susceptible de regarder dessus, de cliquer dessus. À la fin d'un épisode, à la fin d'une vidéo, quand vous regardez sur une plateforme en ligne, l'autre va se lancer toute seule. C'est pas pour rajouter à votre confort. C'est parce que le cerveau, c'est une machine qui est, alors pas flemmarde, elle optimise, on a un cerveau qui est très très bon pour ça, et optimisé sur l'énergie. Donc il va essayer de consommer le moins d'énergie possible sur une journée. Parce que si on a besoin, on a un cerveau d'homo sapiens, donc de chasseur-cueilleur. Donc si par hasard il y a un truc avec des dents qui se met à nous courir après, vaut mieux courir et avoir de l'énergie pour courir vite. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on va économiser et on va avoir des habitudes. C'est pour ça qu'on a des habitudes. Parce qu'une habitude, il n'y a rien de plus consommateur d'énergie pour le cerveau que faire un choix. À chaque fois que vous faites un choix, voilà. Donc si vous êtes trop souvent au restaurant, vous serez fatigué, c'est sûr. J'ai un problème avec les choix sur les cartes de restaurant, c'est pour ça que je prends cet exemple. Mais voilà, donc en fait les habitudes, c'est comme ça qu'elles se créent. C'est pour économiser l'énergie du cerveau. Donc si vous êtes en train de regarder une vidéo et que la vidéo d'après se lance, votre cerveau il va préférer ne rien faire. Sauf si vraiment il en peut plus. Alors qu'avant, quand il fallait cliquer sur suivante, votre cerveau il va préférer ne rien faire. Sauf si vraiment il a envie de regarder la suivante. C'est ça, un design addictif. C'est toutes ces choses qui sont pensées pour jouer sur nos automatismes du cerveau et nous pousser dans une certaine direction. D'où ça vient? Ça vient du fait que ces systèmes numériques, là, ces plateformes, elles ont été optimisées sur une variable qui est la variable économique. Et aujourd'hui, personne n'achète, enfin il y a des abonnements à YouTube qui sont disponibles, mais je pense que personne ne l'a acheté, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et du coup, on n'est plus des consommateurs. C'est-à-dire que les utilisateurs et utilisatrices ne sont pas, on n'est plus des clients ou clientes. Les personnes qui utilisent le service ne sont plus les personnes à qui on vend le service. Vous allez regarder des vidéos, on va utiliser votre historique pour dresser un profil de consommation qu'on va aller vendre à des publicitaires. Facebook, 98% de ses revenus, si ça existe, et puis c'est pas une petite boîte, 98%, c'est ça, de ses revenus viennent de la publicité. Donc bon, c'est bien qu'on n'est pas du tout les gens à qui on vend quelque chose. On est juste des gens qui produisent quelque chose qui se vend. Donc, pour optimiser la variable économique, il a fallu forcer la consommation consécutive du contenu. C'est là qu'ils optimisent la variable. Donc concrètement, il va s'agir de capter votre attention et de la garder le plus longtemps possible. Voilà. C'est pas mal, enfin je veux dire d'un point de vue purement... il y a des problématiques qui se posent derrière, mais d'un point de vue purement objectif, c'est juste on a dit on va augmenter ça, donc on va faire comme ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Or aujourd'hui, on a d'autres contraintes où on s'est dit tiens, on n'avait pas fait gaffe, on a la contrainte carbone, on a la contrainte sur les métaux et sur l'énergie, qui vont en fait contraindre ce système. Et donc il va falloir rendre ce système compatible avec ces autres contraintes, qui sont plus juste la contrainte économique.
Du coup, c'est un gros travail d'optimisation. Voilà. Bon, c'est dit de manière simple, mais concrètement, ça revient à ça. Ça revient à dire, on a tout ça autour. Comment on fait pour créer un système d'usage, donc créer des nouveaux designs aux plateformes, créer des nouveaux usages, des nouvelles régulations, pour orienter tous nos systèmes de manière à ce qu'ils soient compatibles avec toutes les autres contraintes. Donc d'un point de vue conceptuel, la question, elle est facile à poser. Après, on peut débattre de comment on fait, et là, on va avoir des arbitrages à faire. Mais de façon conceptuelle, on n'a pas de « oui, mais c'est incompatible avec les business models ». On sait, sinon on ne serait pas en train d'en discuter, puisqu'il n'y aurait pas besoin de changer. Et du coup, c'est vraiment l'approche à avoir. Et ça justifie ce qu'on pense donner comme nouvel sens à l'innovation, ce qu'on propose, c'est qu'a priori, l'innovation, ce n'est pas le préservatif connecté, c'est peut-être de réfléchir à ce qu'on fait avec les ressources qu'on a utilisées pour le fabriquer. Je vais commencer par vous donner quelques exemples en fait, d'axes et leviers. Alors on a mis d'innovation, mais qui sont en fait de transition. On a gardé innovation, parce qu'innovation, c'est le mot qui est vraiment à la mode dans le numérique, enfin notamment dans le numérique. Et concrètement, innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer quelque chose. Bon, la transition, ça veut dire la même chose. Et du coup, là, je vais vous donner quelques leviers qui sont à deux niveaux, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Pourquoi au niveau individuel? C'est les petits gestes. Parce que du coup, on a travaillé avec des designers sur le rapport sur la vidéo, notamment, qui nous ont dit la seule chose sur laquelle le cerveau humain a prise, c'est le quotidien. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a des cerveaux de chasseurs-cueilleurs, et concrètement, un cerveau de chasseurs-cueilleurs, ça doit repérer la nourriture et les loups. Voilà. Et du coup, c'est très quotidien comme préoccupation. Quand on a faim et qu'on peut se faire bouffer, en fait, on réfléchit très quotidien. On a développé après toute une capacité d'abstraction. Parce que sinon, on ne serait pas capable de tous être en train de discuter de ce genre de choses. Donc on a développé des capacités d'abstraction. C'est pour ça qu'on a inventé l'Homo sapiens sapiens, qui est en fait la même chose, mais avec un truc en plus, mais pas biologique. Donc nous sommes des Homo sapiens avec une capacité d'abstraction. Mais du coup, nos automatismes, notre cerveau, il est câblé pour le quotidien. Même si on est capable de faire un peu plus, notre cerveau, il est câblé pour le quotidien. Donc quand on veut comprendre quelque chose, c'est comme ça qu'on dit « j'ai senti ». Quand on a intégré une information, c'est qu'elle a pris place dans notre quotidien. Et sur des problématiques aussi complexes, c'est pour ça qu'on a du mal. Ces problématiques aussi complexes, oui, se renseigner et réfléchir dessus et intellectualiser la chose, c'est essentiel pour comprendre la problématique parce qu'elle est complexe, elle est abstraite par définition. Mais par contre, pour réussir à intégrer ça dans son système d'usage, il faut que ça rentre dans son quotidien. Concrètement, le débat qu'on a sur l'utilité des usages, on ne peut l'avoir que si on sait ce dont on a besoin à titre individuel. Je peux dire, je sais pas, j'ai telle consommation de données, ça utilise beaucoup d'énergie sur Terre et en fait on n'en a pas besoin. Je peux le dire que si je suis capable de dire, moi quand je consomme de la donnée à tel endroit, en fait je me rends compte que j'en ai pas vraiment besoin. C'est être capable de dire, la vidéo que j'ai regardée, en fait j'en avais pas vraiment besoin. C'est pas grave si je la regarde pas. Et une fois qu'on est capable d'identifier ces moments où on a fait des choses mais qui ne répondent pas forcément à des besoins, et après on peut rentrer dans le débat collectif qui est nécessaire pour dire, voilà, à titre collectif, on a identifié nos besoins individuels, quel arbitrage on fait pour que ces besoins individuels soient répondus au mieux tout en restant dans les contraintes. Voilà. Donc les petits gestes sont essentiels, mais on ne sauvera pas le monde avec. Quantitativement, je veux dire, il y a le système derrière, il ne change que si on a un débat collectif et qu'on dit, voilà, à titre individuel, moi je fais mes petits gestes, je sais exactement ce dont j'ai besoin, comment on fait pour virer le reste, puisqu'on n'a plus assez de ressources. Et du coup, le débat collectif, il peut se construire de manière intelligente là-dessus. Donc là, je vais vous donner des exemples, justement, des deux niveaux. Donc sur les données et les réseaux, des choses que vous pouvez faire à titre individuel pour vous poser la question, c'est utiliser le Wi-Fi plutôt que les réseaux mobiles, plutôt que la 4G. Pourquoi? Parce que d'un point de vue d'économie pure, le Wi-Fi, ça consomme 20 fois moins que la 4G à peu près. C'est 5 à 25, la moyenne est à 20. Donc si vous regardez une vidéo ou quelque chose, quoi que ce soit en fait, sur un réseau mobile, vous savez que vous auriez pu regarder 20 vidéos sur le Wi-Fi avec la même consommation d'énergie. Donc favorisez le Wi-Fi plutôt que la 4G. Qu'est-ce que ça propose aussi de faire? Par exemple, éteignez vos données mobiles par défaut. Genre, elles ne sont jamais allumées. Pourquoi? Parce que du coup, quand vous allez en avoir besoin, allumez-les. Donc, soit vous allez avoir du Wi-Fi, comme on fait quand on est à l'étranger, on n'a pas Internet sur le téléphone, et du coup, quand on est dans un hôtel, on va demander, vous n'avez pas le code Wi-Fi? On va se connecter au Wi-Fi et répondre aux messages de la journée. Donc soit vous allez sur le Wi-Fi quand vous en avez, soit vous les allumez quand vous en avez besoin. Si vous êtes complètement perdu et que vous avez besoin d'aller sur Google Maps ou sur quoi que ce soit d'autre qui vous donne un chemin, là vous pouvez rallumer vos données. Et comme je l'ai dit, le cerveau, quand il fait quelque chose, il se pose la question de si c'est utile puisqu'il ne veut pas faire de trucs inutiles. Donc
allumer ces données quand on en a besoin, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir vous dire j'en ai besoin, votre cerveau automatiquement, dans la partie arrière, là, dans l'arrière-boutique, il va se demander est-ce que j'en ai besoin? Et du coup, vous allez vous rendre compte qu'à certains moments, vous dites ah bon, en fait non, j'ai pas envie de regarder mes messages. Et ça vous permet d'identifier ces moments. C'est pas une science exacte, mais ça vous permet de vous questionner et de commencer à comprendre quels sont vos besoins. Après, du coup, dans toute cette veine-là, hein, c'est du coup éviter d'écouter de la musique en regardant des vidéos. Essayer d'écouter de la musique avec de la musique et pas sur YouTube ou autre chose parce que ça permet de consommer moins de données. C'est encore une fois sur l'utilité. Si on regarde pas la vidéo, on comprend vite que l'utilité d'avoir une vidéo qui tourne, ça n'a pas de sens. Un autre truc dans cette veine-là, c'est d'essayer de, quand vous regardez une vidéo en ligne, alors j'ai beaucoup d'exemples sur la vidéo parce que c'est le dernier rapport qu'on a sorti, on en aura plus l'année prochaine, des plus diversifiés. Mais sur la vidéo en ligne, quand vous regardez une vidéo, essayez de baisser la résolution au maximum. Au maximum, ça veut dire quoi? C'est la baisser jusqu'au moment où vous vous dites, tiens, je profite plus de ce que je suis en train de regarder. Bah, vous allez être surpris en fait. Hein. On se rend compte qu'on n'a pas tant besoin que ça de la HD, de tout ça, etc. Il y a une expérience sociologique qui a été faite par une amie à moi qui partage un compte Netflix avec d'autres personnes qui regardent tous les vidéos sur le même compte et il se trouve que ce compte il a qu'un seul set de paramètres. Donc ma pote elle a baissé la résolution par défaut au minimum. Bon bah fin de la semaine 8, personne n'a remarqué. Donc ça veut peut-être dire que la haute définition qui est censée nous apporter du confort, elle ne répond pas forcément à un besoin. Oui, c'est bien de l'avoir, mais en fait, on ne remarque pas quand on ne l'a pas. J'ai besoin de boire, si j'ai pas d'eau, je le remarque. Voilà. Donc, c'est une bonne manière de savoir si on en a besoin ou pas. Sur les équipements, en fait, ça va être allonger la durée de vie, peu importe la manière. Allonger la durée de vie, ça va être limiter l'obsolescence marketing, c'est-à-dire acheter un truc juste parce que c'est nouveau. C'est racheter quelque chose ou changer son appareil seulement quand il ne fonctionne plus. Ça va être essayer de le réparer plutôt que d'en acheter un nouveau. Et quand vraiment je ne peux pas le réparer, hashtag Repair Café, quand vraiment je ne peux pas le réparer, essayer, et du coup, que je peux pas le réparer, que je dois acheter quelque chose de remplacement, et ben acheter des choses qui sont reconditionnées, acheter des choses d'occasion. Parce qu'encore une fois, à chaque fois que je vais acheter un truc neuf, il y aura des gros trous qui ont été creusés quelque part. D'autres exemples qui du coup sont plus au niveau individuel, là, c'est sur la conception intelligente et l'éco-conception, mais qui concrètement, on va le voir, et c'est ça qui est intéressant de voir les deux niveaux en fait. Ça va être basé sur l'utilité des usages. Là, dans pouvoir éteindre complètement les télés connectées et tout, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus éteindre les choses. Elles sont en veille, parce qu'elles sont connectées en permanence. Un portable, maintenant, si on l'éteint, le réveil sonne plus. Bon. Je ne sais pas à quel moment on s'est dit que c'était une avancée technologique, mais ça ne l'est pas. Du coup, c'est en fait, encore une fois, revenir aux besoins individuels et être capable de le transformer en disant, ben voilà, à titre collectif, du coup, concevez des appareils qui répondent à mes besoins, en fait, pas des appareils qui répondent à rien. Et du coup, ça permet d'avoir ce qu'on appelle l'éco-conception qui va consister à utiliser le minimum de ressources pour répondre aux services qui sont vraiment utiles. Dans les logiciels, typiquement, il y a tout un tas d'options et on se rend compte qu'on utilise 1/10 des logiciels. Du coup, c'est lourd, l'ordinateur. Les ordinateurs, c'est beaucoup plus puissant qu'avant et pourtant, on met toujours autant de temps à taper un truc sur Word, genre pour lancer le logiciel. C'est juste parce qu'ils sont plus puissants, on a rajouté des fonctionnalités. Il y a peu de gens qui font autre chose que taper du texte sur un logiciel de traitement de texte. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est du coup partir du besoin individuel, enfin du besoin dans le quotidien, et de dire, ben voilà, ça justifie du coup une réflexion à titre collectif sur la manière dont on fait les choses. Et du coup, le dernier set d'outils, qui est encore moins à échelle individuelle, c'est ce qu'on appelle les outils d'évaluation. Pourquoi? Parce que concrètement, et on va revenir à la conclusion du départ, si on veut justifier de l'utilité de quelque chose, il faut savoir ce que ça coûte. Et du coup, en termes de carbone, vous avez le prix des choses, on a le prix de tout. Mais les assurances même des prix sur les vies humaines. Donc. Mais par contre, on n'a pas le prix carbone des choses. On n'a pas le prix carbone de nos usages. On ne sait pas ce que ça consomme en énergie et en ressources. Et du coup, en fait, on a besoin d'outils d'évaluation, c'est-à-dire de savoir, quand je fais un truc, c'est quoi l'énergie qu'il y a derrière, pour ensuite pouvoir recouper ça avec mon truc où je me dis, j'avais pas envie de regarder la vidéo, je l'ai pas fait en fait. Et comme ça, on peut commencer à regarder, à évaluer la pertinence de ce qu'on fait à titre individuel et du coup, encore une fois, pouvoir le transformer à titre collectif. Dans tout ça, on a essayé de lancer un premier truc justement pour les individus. C'est une petite application, alors soit sur téléphone, soit sur Firefox, parce que c'est pas encore sorti sur autre chose, qui s'appelle Carbon Analyzer et il faudrait que je l'écrive parce que c'est pas. Et du coup, il n'y a pas une craie ou quelque chose? Si. Je vais vous écrire le nom si vous voulez le. Donc c'est CA
C'est comme carbone, en fait. Voilà. Et du coup, cette application ou extension, elle permet, en fait, quand on la lance, elle calcule la quantité de données qui passent par le téléphone ou par le navigateur, et ça transforme ça en consommation électrique, puis en carbone. C'est des moyennes, hein. Je veux dire, ça ne va pas mesurer le carbone qui est sorti de quelque part, mais ça fait des moyennes, et ça permet d'avoir une idée de quelle quantité de carbone est associée à ce que je viens de faire, en ligne. Bon, bah, ça permet... notamment sur ordinateur. Sur ordinateur, en fait, ça vous donne, sur le Firefox, ça vous donne d'où viennent les données. Donc ça vous permet de comparer le pourcentage de données qui vient de Netflix et par rapport à ce que vous avez fait, je sais pas, sur votre compte mail. Voilà. Et du coup, ça vous permet de voir la quantité de données, etc. Bon, ça vous permet d'avoir une idée du carbone qui est associé à vos usages en ligne. Et du coup, ça vous permettra d'avoir vraiment cette réflexion à titre individuel et en gardant en tête qu'une fois que vous avez identifié votre système d'usage individuel, allez le porter à titre collectif. C'est ça le but. Ça veut dire non, mais ils vont dire oui, mais on répond à vos besoins. Non, moi j'ai la liste. Et voilà, il n'y a pas la poêle connectée dedans. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut vraiment porter des choses. Du coup, un dernier slide un peu éloquent, qu'en fait on utilise pour notamment pour parler aux ingénieurs, en fait, enfin aux ingénieurs et aux acteurs du numérique qui conçoivent tout ça et qui nous parlent d'innovation. On dit innover, c'est pas faire tout ce qu'on veut là, c'est en fait répondre à des défis de l'espèce. Innovation, et on prend des exemples de scientifiques parce que c'est très éloquent. Innover et inventer des trucs, a priori, ce qui motive à aller chercher quelque chose, c'est pour répondre à des défis. La recherche fondamentale, elle cherche à répondre à des défis. Même si elle ne sait pas lesquels, je veux dire. Donc, ça inclut dans une réflexion de l'espèce humaine. Le préservatif connecté, j'ai un doute sur la réflexion sur l'espèce humaine au moment où ça a été fait. Donc, l'innovation, c'est ça, en fait. Et dire, aujourd'hui, inventer des trucs, c'est réfléchir à quoi ils vont servir. Bon, on n'est pas en train de faire un grand scoop, on est juste en train d'essayer de recadrer un peu ce qui se passe, parce qu'on a des contraintes derrière qui nous forcent. Et du coup, la dernière phrase qui conclut le truc et qui résume un peu ça, c'est que, qui est encore plus éloquente, c'est que le sens de l'innovation vient des défis dans lesquels elle s'inscrit, c'est-à-dire qu'on a des défis qui arrivent, innover, c'est répondre à ces défis. Après, s'il nous reste un peu de ressources, on pourra aller faire des trucs marrants qui répondent à rien. C'est marrant. Mais avant, il faut bien être sûr qu'on a utilisé les ressources dont on avait vraiment besoin pour assurer la résilience du système qu'on a construit. Voilà, je vous remercie, j'écoute vos questions si vous en avez. Voilà, donc merci beaucoup Maxime. On a comme d'habitude dans nos conférences un petit moment d'échange avant de boire un verre tous ensemble. Et donc voilà, maintenant c'est vous qui avez la parole. Je vous passe après. Vous avez évoqué la 4G, mais alors que dire de la 5G et des voitures connectées et tout ça, quoi. Enfin, les voitures connectées, le bilan, il est quoi? Il va être quoi? Enfin, je sais pas, moi ça me fait peur tout ça. Alors il y a un très très bon rapport qui va sortir sur ce sujet l'année prochaine. Ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder justement sur la ville connectée et sur tout ça là. C'est exactement les choses qu'on est en train de regarder. Concrètement, la 5G, aujourd'hui on n'a pas de chiffres, parce que tout le monde se garde bien enfin tout le monde, ceux qui les ont se gardent bien de les fournir. Mais on a quelques intuitions. Pour prendre un exemple, la 5G c'est plus d'antennes. Donc déjà, c'est des nouvelles antennes, parce qu'il y a, en fait, les antennes 4G ne pourront pas supporter le réseau. Donc il faudra en produire des nouvelles, donc il faudra aller creuser des trous quelque part encore. Il faudra en mettre plus, parce qu'elles ont une portée qui est plus petite. Et du coup, ça va ouvrir des nouveaux tuyaux, parce qu'on ne va pas éteindre les antennes 4G, on propose juste de mettre des nouveaux câbles pour des nouveaux usages. Et donc, dans ces nouveaux usages, on va dire, vous allez voir, vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo n'importe où. Oui. Personne l'a demandé, enfin, y compris la communauté des gamers qui jouent aux jeux vidéo. Enfin, c'est pas une demande, c'est une proposition. Ils ont dit qu'on pourrait concrètement, la 5G, ça répond pas à des usages, c'est pas fait pour améliorer les usages qui sont maintenant. Parce que concrètement, avec la 4G, on peut déjà regarder Netflix dans le métro sans attendre. Donc bon, on en est là, quoi. C'est pas fait pour répondre à la fracture numérique, c'est-à-dire qu'il y a des zones, des territoires qui sont pas du tout équipés, où on capte même toujours pas le téléphone, parce qu'en fait, on va mettre des antennes là où il y a déjà du réseau, on va juste ajouter un nouveau réseau.
Et du coup, ça a juste été fait exactement comme on conseille de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, on va développer la 5G, à quoi ça va servir ?» Ça servira. Voilà. Et du coup, on nous propose des trucs comme ça, dont la voiture connectée. On nous a dit aussi que, alors on nous dit que ça servira à la télémédecine. On n'a toujours pas exactement compris à quoi. Donc, ce qu'on peut dire pour l'instant sur la 5G, c'est que peut-être il y a des usages utiles, mais dans ce cas-là, il faut les identifier et déployer la 5G là où c'est utile. Parce que pour l'instant, bon, et pour l'instant, on n'est même pas sûr que ce soit rentable économiquement, parce que même les acteurs du numérique sont... Enfin, on leur dit, vous allez déployer de la 5G, ils disent, on est obligé, oui, mais ça va servir à quoi? Et personne n'est sûr en fait que quelqu'un va vouloir acheter ce truc. Enfin, voilà. Et pour la voiture connectée, ça rentre dans la ville connectée, la smart city, la ville intelligente, qui, si on regarde les schémas qui sont faits aujourd'hui par les acteurs industriels qui vendent des capteurs, parce que c'est les seuls qui produisent des choses sur la ville connectée pour l'instant, donc c'est une ville, et il y a des petits traits qui montrent qu'il y a des ondes un peu partout, et qui viennent de partout, donc ils viennent des parcs, des immeubles, des voitures, et qui veulent raconter qu'on va mettre des données partout, que tout sera intelligent, et intelligent concrètement ça veut dire prendre une ampoule, mettre un capteur dedans, et qu'elle sache quand il faut s'allumer, quand il faut s'éteindre, ou un thermostat. C'est utile, parce que ça va économiser de l'énergie, dans certaines conditions. On s'est rendu compte que, par exemple, il y a des ampoules, la plupart du temps elles sont éteintes, l'ampoule consomme quasiment rien, et si on rajoute un capteur, il va être en veille le capteur, donc il va consommer un petit peu. Et du coup, en fait, l'ampoule elle consomme plus que quand on l'allumait à la main, même si on oublie de l'éteindre. Bon, c'est ce genre de truc, concrètement, qui n'est pas pensé. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut juste quantifier avant ce qui va passer. La voiture autonome, c'est encore autre chose, dans le sens où ça s'inscrit juste dans un petit rêve technophile du futur, en disant ça va rouler tout seul, vous allez pouvoir faire plus de choses dans votre voiture, dont regarder des vidéos. Enfin, ils ont déjà commencé à prévoir des packages qui vont avec la voiture dans l'écran pour que vous puissiez acheter en ligne pendant que vous allez au magasin. Enfin, c'est super. Mais bon, voilà. Du coup, pour l'instant, on ne sait pas exactement dans quoi c'est inscrit. Ça ne s'inscrit pas dans les transitions. Ils sont en train d'essayer de montrer qu'on va économiser du carburant, qu'on va pouvoir ne plus avoir sa propre voiture. Et du coup, mais dans toutes ces idées-là, à aucun moment, ils quantifient tout le réseau qu'il va falloir mettre dans la ville. Parce qu'une voiture connectée, ce n'est pas une voiture, c'est un train. Pourquoi c'est un train? Parce qu'il faut qu'elle soit connectée en permanence. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des rails de données partout. Si la voiture connectée elle a plus de réseau à un moment donné, c'est comme si le conducteur sortait tranquillement pendant qu'on est sur l'autoroute, quoi. Donc en fait c'est un train. Et du coup ça veut dire qu'il y a une infrastructure derrière. Oui, elle n'est pas visible, mais il y a une infrastructure. Et du coup on devrait le quantifier comme on quantifie avant de mettre un tram. Avant de mettre un tram, on pose la question, est-ce que ça va être utile avant de foutre deux grands rails en plein milieu de la chaussée, quoi. Là, on devrait se poser la même question. Qu'est-ce que ça nous coûte et qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc, bon, la voiture connectée, de toute façon, la technologie n'est pas encore mature. Ils en font tout un foin, mais en fait... Oui, et puis ça permet... ça rentre dans le business model de derrière. Hein. Enfin, toutes les données, on va pouvoir optimiser votre trajet. Ils font déjà ça avec les smartphones. On optimise votre trajet, on vous dit dans quelle boutique aller pour perdre le moins de temps possible sur une journée de shopping. Donc bon, c'est inclus dans tout ça. En fait, c'est pas dénué d'espoir parce que le déploiement de ce genre de technologie, il fait pas l'unanimité, y compris chez les gens qui sont censés les déployer, parce qu'ils disent, en fait, on n'est pas bien sûr de ce qu'on nous demande et de la taille que ça a demandé. Enfin voilà. Du coup, il y a encore des leviers pour faire. En Belgique, ça a déjà bien démarré. Sur la 5G, etc. De la 5G. Ah bien sûr, oui. Les sur la 5G. opérateurs placent les antennes et tout. Donc oui. Ça y est, quoi. Concrètement, la 5G. Des accords commerciaux, tout le bazar. C'est ça. La 5G, les financements sont partis en fait. Les financements sont partis, mais il y a une opposition de beaucoup d'acteurs, y compris d'acteurs desquels on ne pensait pas qu'il y aurait d'opposition. Donc, à voir ce que ça a donné, mais ça donnera au moins un débat. Un truc un peu cristallisant, quoi, qui peut-être pourra nous servir à réguler le déploiement d'autres choses derrière, quoi. À dire, vous avez vu ce que vous avez fait à la 5G? Bon, on avait dit de ne pas le faire, ça n'a pas bien marché, donc on ne le refait pas. Bon, à voir comment c'est. Mais en vrai, c'est encore en débat. Hein. La 5G n'est pas complètement... c'est pas acté. C'est lancé, mais c'est pas résolu, c'est ça que je veux dire. J'aurais plutôt une question sur les recommandations que vous donnez. Par exemple, pour la vidéo, comme on sait que la qualité n'influence pas celui qui regarde la vidéo, pourquoi ne pas dire que par défaut, ceux qui fournissent de la vidéo doivent diminuer la qualité
Par exemple, pour la consommation de données, pourquoi ne pas limiter les abonnements de données, comme on a par exemple en Belgique, on avait avant dans le temps, du coup avant on changeait notre comportement, on savait qu'on ne pouvait pas regarder autant de vidéos qu'on voulait parce que sinon on n'avait plus internet à la fin du mois. Par exemple, pour ce qui est de la vidéo on demand, on sait que ça consomme beaucoup plus que quand on regarde la télé et que c'est le flux qui est partagé en même temps pour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez des recommandations que vous donnez pour pouvoir, par exemple, faire des lois pour limiter la consommation d'énergie au niveau de la source, en fait? Parce que ici, si on essaye de faire avec les gens, comme pour le plastique, on dit n'achetez pas une bouteille en plastique parce que vous allez polluer, plutôt que de dire arrêtez de produire des bouteilles en plastique. Bien sûr. C'est exactement les deux niveaux dont on parlait tout à l'heure. Et on essaye d'agir aux deux niveaux. Hein. Concrètement, on donne des recommandations individuelles aux individus. Quand on va voir les opérateurs de réseau, on leur dit il faudrait peut-être faire un truc, vous, de votre côté. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens, parce qu'en fait, les entreprises, c'est une entité, mais en fait, c'est une multitude de gens, quoi. Donc, il y a pas mal de gens dans les entreprises, justement, qui vont fournir du contenu sur des plateformes streaming, qui aimeraient bien faire ce genre de choses. Donc dans les acteurs économiques déjà, à l'intérieur des boîtes, on a quelques loups dans la bergerie qui disent ce serait pas mal que la résolution par défaut, on la mette en bas, qu'on mette un petit message qui dise n'augmenter la résolution que si c'est possible. Et tout ça, ça rentre exactement dans ce qu'on disait sur la régulation. En fait, on va chercher à orienter les usages dans une certaine direction. Après, au niveau politique, on essaye. Au niveau politique, on essaye. En ce moment, au Parlement français, il y a la loi sur l'économie circulaire, enfin le projet de loi économie circulaire qui est en train d'être débattu. Il y a un lobbying associatif qui est pas mal et qui est alors pas sans précédent, parce qu'en fait, je ne sais pas à quel point c'était sur les autres lois, mais qui est particulièrement mobilisateur, parce qu'on raconte un peu tous la même chose, et on va avoir des personnes différentes. Donc il y a des amendements qui passent, il y a des trucs, c'est assez intéressant. Le problème sur les vidéos, là, sur tout ça, c'est que ça relève souvent, alors c'est empêtré dans tout un tas de processus administratifs, et en fait ça dépend souvent concrètement de codes de commerce, quoi, qui vont permettre de réguler les choses que vous vendez. Or, personne ne vous vend YouTube. Personne ne vous vend YouTube. C'est-à-dire que quand vous regardez YouTube, vous n'êtes pas en train d'acheter un service. Donc la régulation, elle ne peut pas dépendre du code du commerce. On va leur dire oui, il faut réguler ce que vous vendiez. On va dire on ne vend pas la vidéo, donc ça ne rentre pas dedans, quoi. Et du coup, voilà, c'est ce type de choses qu'il faut réussir à cadrer. Donc c'est pour ça que, en fait, quand on parle de régulation, là, on est en discussion avec les régulateurs, justement l'ARCEP, la CNIL, le BEREC qui est au niveau européen aussi, qui ont en fait eux des outils pour réguler les usages, parce qu'eux ils ont en tête tous ces processus et ils savent comment faire pour réguler des usages en ligne, sur la plateforme, pas simplement en passant par les biais économiques, etc. Bon, concrètement on essaye, c'est ce que vous venez de citer, ça fait partie des leviers, et il y a beaucoup de lobbying associatif et de loups dans la bergerie dans les entreprises qui essayent de faire quelque chose, quoi. Enfin, c'est des solutions qu'il faut faire porter, en fait. Parce que plus elles sont portées à titre individuel, plus ça justifie derrière le lobbying qu'on fait, quoi. Oui. Je voudrais rebondir un petit peu sur la voiture autonome, qui n'est pas tout à fait la même chose que la voiture connectée, si j'ai bien compris. Oui, non. La voiture autonome, c'est vrai que ça va demander des infrastructures, mais il ne faut pas oublier aussi que ça peut sauver des vies. Parce qu'il y a beaucoup de morts sur les routes par an qui sont dues au fait qu'il y a des gens fatigués, malades, bourrés, inconscients. En principe, un robot bien mis au point, ça n'aura pas ces faiblesses-là. Oui. Et donc, ça va peut-être consommer de l'énergie, mais ça peut sauver potentiellement beaucoup de vies. Oui, mettons-le dans la balance. Juste, faut en être sûr. Et est-ce que l'énergie qu'on consomme, ça vaut le coup? Enfin, c'est terrible, hein, comme question. C'est terrible comme question. Et j'ai pas du tout la réponse. Juste ce que je veux dire, c'est combien de vies on va économiser. Et d'ailleurs, est-ce qu'on en est sûr? Parce qu'en fait, aujourd'hui, concrètement, la voiture autonome est un danger public, parce que les algorithmes qui servent à apprendre à la voiture autonome, ils sont américains. C'est les Tesla qui font très bien ça. Donc ils sont câblés pour les routes américaines, qui sont concrètement des quadrillages. Mettez une voiture autonome dans Paris, enfin c'est GTA, quoi. Enfin, genre c'est horrible. Voilà. Du coup, pour l'instant, la technologie n'est pas du tout au point. Ça demande de l'énergie. Et du coup, la question, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Est-ce qu'on a les ressources pour utiliser cette solution? Il y a d'autres solutions pour sauver des vies. Est-ce qu'on a les ressources pour utiliser celle-là? Mais effectivement, ça fait partie, c'est le côté bleu de la balance, hein. C'est vraiment ce qu'on... Juste, on essaie de systématiser la méthode.
Je trouve que plutôt que d'épargner quelques morts sur les routes, on ferait mieux de mettre de l'argent pour éviter que des gens soient en Méditerranée. Donc le tout, c'est de voir l'argent qu'on a, à quoi il sert. Oui, bah, dans les Et ressources, à en qui fait, il il y a de va l'argent. servir. Pardon ? Oui, dans les ressources, il y a de l'argent, exactement. Mais en fait, sur le climat, nous, en tant que d'attaque, ce qu'on est en train de dire, c'est que le risque climatique, et en fait, les réfugiés climatiques en font partie. Hein. Enfin, c'est-à-dire que le déplacement de population dû à un changement de contexte climatique, il est avéré. On ne sait juste pas comment ça se passe. Et quand il y a un déplacement de population, vu qu'il y a beaucoup de facteurs derrière, on n'est pas toujours capable d'identifier exactement, en fait, c'est parce qu'il y a une sécheresse. Voilà. Est-ce que la sécheresse, c'est le changement climatique ou est-ce qu'il y en a eu sans changement ? Voilà, bon, ça, c'est compliqué. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'au global, le changement climatique, il va provoquer des bouleversements derrière. Et bouleversements non gérés entraînent certains morts, concrètement. Donc c'est pour ça qu'on dit que la problématique du changement climatique, encore une fois, c'est une problématique terriblement humaine. On est juste en train d'essayer de sauver des gens qui sont potentiellement sympas, quoi. Donc ça fait partie de comment on alloue les ressources. Il y a une question là-bas. En fait, je voulais savoir si vous aviez déjà une réponse, que vous êtes déjà intéressé à ça, sur le sujet de la comparaison entre le papier et le numérique, parce que je pense aux livres papier et aux livres numériques, mais aussi au fait que je suis prof et du coup j'ai certains cours où je donne mes cours en version numérique, en PDF, et c'est à eux d'imprimer ou pas, et certains viennent avec leur ordi en classe et suivent sur l'ordi en fait, et même chez eux étudient depuis l'ordi, etc. Et au début, je m'étais dit, bah oui, c'est comme ça, j'imprime pas de papier, je gaspille pas de papier. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, du coup, ils consommaient de l'énergie. Et donc, en fait, je sais pas trop, est-ce qu'il y en a un des deux qui est mieux ou pas ? Enfin, vu que vous parlez de chiffres, justement, de quantifier et tout, est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus ? Alors, on a sorti, pas nous, l'ADEME qui a sorti certains trucs. Concrètement, ça rentre dans la partie bleue, du coup, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est capable d'économiser en prenant un truc numérique ? Et du coup, en fait, on est obligé de raisonner au cas par cas. C'est terrible comme réponse. Hein. Enfin, je sais, je déteste la donnée. C'est pas une pirouette. C'est vraiment qu'en fait, on ne sait pas parce que ça dépend des hypothèses. Donc, je peux vous donner un exemple. L'étude de l'ADEME, du coup, ils sont amusés. Ils ont fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'ils prennent un cas particulier, ils le définissent bien. Donc, je vais lire tel document pendant tant de temps, sur papier ou sur ordinateur, mais imprimé avec telle imprimante et lu sur tel ordinateur. Donc ils définissent tout. C'est des malades, hein, mais c'est très utile. Donc ils définissent absolument tout et ça permet de quantifier. Donc eux, leur résultat, c'est que si on passe plus de 1 à 2 minutes par page à peu près, il vaut mieux l'imprimer en recto verso noir et blanc plutôt que de la regarder sur l'ordinateur. Mais encore une fois, c'est un résultat qui ne peut pas être généralisé complètement. Ça permet juste de montrer qu'en fait, il y a des cas où finalement, il vaut mieux imprimer. Alors, en termes énergétiques purs, parce que finalement, il a quand même fallu couper un arbre quelque part, donc, mais en termes d'énergie et carbone. C'est ça qu'on essaie de faire, en fait, dans le rapport prévu pour 2020, c'est de faire des listes de questions. Alors, on ne pourra pas le faire pour tous les usages, mais c'est de faire des cadres méthodaux pour dire, voilà, en fait, on a besoin de savoir, dans tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, dans un monde idéal d'un point de vue scientifico-ingénieur, vous seriez capable d'avoir un petit calculateur qui dit, moi j'ai tant d'élèves, ils vont passer tant de temps sur le document, c'est tel type d'ordinateur, à peu près, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux l'imprimer ou pas ? C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de produire des bases pour que de tels outils puissent être produits. Après, du coup, pour l'instant, comme on n'a pas les chiffres, à titre individuel, ça peut que être qualitatif. Donc c'est juste de dire, est-ce que c'est utile ou pas ? Et a priori, des cours, c'est utile, quoi. Donc vaut mieux essayer au moins de parier là-dessus. C'est plus ça l'idée. Comme je le connais bien, je vais me permettre de lui couper la parole à notre ami Mani. Et vu que j'ai le micro, et c'est pour rebondir un petit peu là-dessus, moi je me demandais, donc il y avait tout à l'heure les outils d'analyse, ouais. Et c'est pour rebondir un peu sur cette remarque, où est-ce que nous, on peut trouver des informations plus ou moins objectives, donc dans les rapports de The Shift bien sûr, mais est-ce qu'il y a un endroit où tout ça est collecté et où il y a moyen de se faire une idée la plus objective possible de nos comportements. Donc effectivement, à quel moment je répare mon smartphone qui a 5 ans et qui donc, quand je change son écran, qu'est-ce que ça coûte ? Je change souvent l'écran de mon téléphone que je casse souvent. Est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête d'avoir un smartphone ou bien est-ce que c'est quand même bien de le réparer ?
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut centraliser un peu les études telles que celles de The Shift et ailleurs, ou bien est-ce qu'on doit fouiller partout sur le net, et combien d'énergie ça va nous coûter de fouiller partout sur le net? Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Et concrètement, c'est à peu près ce qui justifie l'activité du Shift. C'est que ça n'existe pas. Nous, on fait de la synthèse d'études. Tous les chiffres que je vous ai présentés là, on n'a pas produit les chiffres de base. Nous, on prend les chiffres, on les synthétise et on les réarrange en courbes, on les réarrange en camembert. Mais on ne va pas produire d'études. On ne s'est pas amusé à démonter. Alors, on a travaillé avec un type qui s'amuse à démonter les smartphones et à quantifier le carbone qu'il y a dans chaque condensateur. Un autre fou, mais qui est terriblement utile et pertinent et qui nous permet de sortir ce genre de choses. Donc, dans le premier rapport, on a fait ce qu'on a appelé le référentiel environnemental du numérique, qui est concrètement un tableau, donc pareil, qui est disponible en ligne sur notre site, dans le rapport sous forme de tableur Excel. Et du coup, en fait, dans ce tableau, on a quantifié l'énergie et le carbone qu'il fallait pour produire un smartphone, un ordinateur portable, une télé connectée et un serveur de centre de données, et l'électricité qu'il fallait pour les faire fonctionner sur un an, et les métaux que ça contient. Et donc, le carbone qui est associé à tout ça. Ce qu'on a voulu faire en fait là, concrètement, ces chiffres, on les a sortis en recroisant toutes les études qu'on a trouvées et en excluant celles qui sont plus ou moins rocambolesques, quoi, parce qu'on a beaucoup d'études qui viennent des constructeurs, qui précisent pas toujours comment ils ont calculé la chose. Ce qu'on est sûr, c'est que leur ordi, il est fou, il consomme rien. Et bon, voilà. Allez sur le site environnement d'Apple, on a l'impression que cliquer dessus, il y a des petites feuilles qui tombent et tout, on dirait qu'on sauve un panda à chaque fois. Mais du coup, voilà, on a essayé de prendre toutes les études, de les recroiser et d'extraire les chiffres qui étaient vraiment trop à la masse et d'essayer d'avoir des premiers ordres de grandeur comme ça. Donc ça permet d'avoir des premiers ordres de grandeur sur qu'est-ce que ça coûte à produire un smartphone, qu'est-ce que ça consomme à l'année. Ce qu'on a voulu faire, en mettant encore une fois ce truc à disposition, notamment avec des chercheurs, on a pas mal travaillé avec des gens du CNRS, c'était de dire, vous voyez, si nous on l'a fait en 2 ans, en vrai, en mobilisant d'un travail de recherche dessus, avec un petit coup de pouce institutionnel derrière, on peut faire un truc sur lequel justement on peut aller voir, on se pose la question, on dit, bon alors d'accord, ça coûte quoi en carbone? Et puis on est d'accord. Alors ça sera jamais des chiffres précis, parce qu'il y a différentes études, et puis c'est pas un truc qui se mesure, c'est un truc qui se modélise, donc c'est complexe. Mais ça serait bien de faire un truc qui soit utilisable. Du coup, il y a des organismes comme l'ADEME qui font des bases carbone, mais c'est à destination des experts. Enfin, c'est imbitable. C'est des trucs, c'est des données qui sont précises et qui sont étayées, mais il faut aller fouiller dedans, il faut passer des heures. Et du coup, c'est ça qu'on essaye d'appeler. C'est en train d'être repris par certains groupes de chercheurs, mais concrètement qui manquent de temps et de financement, en fait. Donc, il faut une volonté institutionnelle. On n'est pas les seuls à demander. Tous les acteurs du numérique responsables, pour être hyper large, parlent de ça. Ils disent, faut commencer par faire une base de données, quoi. Donc, c'est en construction lente, mais c'est en construction. Comment vous expliquez que l'économie du numérique, tout ce qui tourne autour du numérique, est la seule économie pour laquelle on ne se pose pas de questions par rapport à sa rationalisation? On voit que ce soit au niveau des bâtiments, au niveau de toute forme de production, les voitures, partout même. Si peut-être pas assez, mais on met en question l'énergie nécessaire pour les autres secteurs de l'économie. Et d'abord, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi celui-là, on n'y touche pas? Et est-ce qu'il faut aller chercher le pourquoi dans le fait qu'ils maîtrisent eux-mêmes l'information qu'ils génèrent sur le numérique? Je pense que la première raison, la toute première raison, c'est que c'est la construction de la mythologie du numérique. Le numérique, on appelle ça technologie de l'information. Hein. On n'appelle pas ça support physique d'une information qu'on peut lire parce que ça passe par des tuyaux. Technologie de l'information, l'information, dessinez-moi une information, quoi. Bon, on va peut-être dessiner une espèce d'onde ou un truc qui va évoquer le rien, le pas palpable. Et du coup, par construction, la technologie de l'information s'est construite autour de cette idée que c'est de l'information, donc que c'est de l'immatériel. Alors que concrètement, il n'y a rien de plus... La base de la physique, c'est l'énergie, l'information, c'est l'énergie pure, donc il n'y a rien de plus matériel que l'énergie, quoi. Mais il faut aimer la physique pour comprendre ce que ça veut vraiment dire. Du coup, puisque ça a été construit autour de ce truc de l'information, c'est pas matériel, il n'y a qu'à voir le champ lexical du numérique, le cloud, et tout ça, etc. En fait, si c'est pas matériel, à quoi ça sert de calculer l'empreinte matérielle de ce truc ? Donc c'est ça en fait le premier point de départ, ça vient de là, qui à mon avis pas du tout volontaire, c'est par construction de la mythologie vraiment.
Ensuite, une fois qu'on ne se pose pas la question, commencer à se poser la question, c'est dur. Et du coup, il y a pas mal d'acteurs qui se sont posé la question. Juste des bilans globaux, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existait pas. Maintenant, on en a fait un. Il y a une autre association, Green IT, qui en a fait un. Mais à échelle globale, on n'a pas eu beaucoup d'études. Du coup, les acteurs, on ne sait pas s'ils sont au courant ou pas. Ce qui est sûr, c'est que si personne n'est au courant, bon, on n'en parle pas. Et après, aujourd'hui, le sujet est en train de monter. Le sujet est en train de monter. Et je pense que les acteurs du numérique n'ont aucun intérêt à essayer de faire en sorte que l'information ne circule pas, dans le sens où elle circule de toute manière. Parce qu'en fait, personne ne contrôle véritablement l'information, vu qu'il y a différents acteurs, etc. C'est assez foisonnant comme milieu pour que l'information passe quand même. C'est pour ça que Facebook n'arrive pas à réguler tout seul les contenus haineux sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas capables de contrôler leur propre contenu, en fait, vu que tout ça est automatisé. Donc, en fait, le seul choix qu'ils ont vraiment, là, à l'heure actuelle, c'est de se saisir du sujet. Donc, ils l'ont fait en faisant un site environnement avec des feuilles qui tombent. Sauf qu'il y a des associations qui ont le temps et l'envie de passer des nuits entières à aller regarder ce qu'il y a derrière ces feuilles qui tombent. Et donc, ils disent, il n'y a rien. Du coup, on a appelé ça le greenwashing. Et du coup, là, ils sont dans une position où ils essayent d'être de plus en plus transparents, c'est pas encore le mot, mais de plus en plus clairs sur comment ils prennent en compte la problématique environnementale. C'est pour ça qu'on a entendu parler des centres de données qui étaient alimentés 100% énergie verte. C'est pour ça qu'on a entendu parler du robot de Apple qui démantèle tous les iPhones pour récupérer les composants. Enfin voilà. Donc il y a des petites avancées qui sont faites, qui sont encore beaucoup de l'effet d'annonce, parce que ils mettent en place des actions, encore une fois, mais sans jamais nous dire combien de carbone on a vraiment évité et comment ça a été calculé. Mais bon, je pense que petit à petit, on arrive à les acculer sur un effet d'annonce, sur un discours pur, quoi. Et du coup, le fait que c'est une problématique qui a mis du temps à monter, c'est que concrètement, aujourd'hui, le terme qui est utilisé médiatiquement, mais au sens de diffusion à grande échelle, c'est pollution. C'est historique avec l'écologie, en fait. C'est une reprise par l'écologie politique, c'est le mot-clé qui a été utilisé. Donc on parle encore de pollution numérique, alors ce qu'on essaie, nous, de ne pas faire, parce que pollution numérique, c'est plein de trucs. Et si on vous dit pollution, vous allez plutôt penser fumée noire qu'un écran qui s'allume. Donc voilà, la connexion est dure à faire. C'est pour ça que le sujet met du temps à monter. Il est en train de monter, mais il a mis plus de temps parce qu'à l'origine, on ne l'associe pas instinctivement, encore une fois, dans le quotidien. Est-ce qu'on prend encore une question avant de s'arrêter? Allez, la dernière pour la route. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça coûte en énergie, les bitcoins? Les bitcoins? Oui, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Ça peut devenir énorme. C'est tout ce qu'on sait. Parce que par construction, c'est copier des trucs sur des trucs sur des trucs, donc ça peut devenir très vite gros. Pour l'instant, c'est pas grand-chose. Et on ne sait pas exactement comment ça peut évoluer, parce que c'est de la monnaie, donc ça va peut-être être régulé par des trucs internationaux et des banques centrales. Enfin voilà. C'est pour ça que nous, on ne l'a pas traité. Ça fait partie des phénomènes en signal faible où on pense que ça peut donner quelque chose, mais on ne sait pas, on n'a pas de chiffres, on ne s'aventure pas. Voilà. Bon, mais encore une fois, en fait, si c'est pas bien géré, ça peut être terrible, c'est comme d'habitude. Ok, bien voilà, je pense que c'est le moment de remercier encore une fois Maxime pour son intervention.